on va pouvoir commencer. On est un peu stressé d'ailleurs, cher public, chers amis. Stressé, peut-être pas stressé, mais en tout cas, c'est une nouvelle organisation qu'on a. Vous voyez, on est sur un nouveau, comme un plateau TV. D'ailleurs, Benjamin va nous montrer aussi comment on est, hein, si on regarde un peu en large. Et du coup, on est tous ensemble pour ce cycle de conférences. Vous savez, ça s'appelait Chef conférencier les grands circuits. Maintenant, c'est l'émission, hein, l'émission d'Améliorons la ville. Donc, on a aussi changé de nom. Il y a des affiches, des nouvelles affiches, une nouvelle charte graphique qui a été faite. Merci Morgane et Benjamin. Donc, on est ensemble tous les trimestres pour nos conférences. En mars, vous savez, juin, septembre et décembre. Maintenant, vous avez l'habitude. C'est 3 jours de conférences. Le mardi, c'est consacré à la copropriété. Le mercredi, c'est consacré à la rénovation des bâtiments publics. Et le jeudi, c'est consacré à la recharge des véhicules électriques. Voilà un gros sujet, on entend parler. D'ailleurs, on verra, pour les questions de pétrole, mais on en discutera jeudi, mais aussi pour la copropriété. C'est un sujet dont on peut parler. Donc, on va se voir aujourd'hui pendant environ 2 heures pour cette conférence sur... qui est les copropriétaires vote blanc. On va passer 2 heures ensemble. On va parler d'audit au vote, réussir la décision collective en copropriété. Avec vous tous, vous allez vous présenter, chers conférenciers. Et puis, on a ensuite une interview. Vous voyez, dans ce cadre de ce format, un autre format, une interview. Et on va parler gaz vert en Île-de-France. Où en est-on avec GRDF? Donc, tout de suite, en suivant, il n'y aura pas de transition à peine. Voilà, alors peut-être qu'on peut commencer par un petit tour de table de présentation, qui vous êtes, qui vous représentez, puis ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Qui est-ce qui veut commencer? Allez, Alexandre, allez. Prenez le micro, alors vous avez un micro? Voilà. Écoutez, merci Xavier, hein, on se voit pour le coup. Merci Améliorons la ville. Donc je m'appelle Alexandre Vitry, je suis architecte et ici représentant de l'association La Compagnie des architectes de copropriété, qui rassemble 140 confrères spécialisés dans ce domaine de la rénovation, réhabilitation, amélioration du bâti. Voilà, les architectes de copropriété, il y en a beaucoup qui interviennent à Paris. Feriel, allez, on continue. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Feriel Agi, société Lio, chargée d'affaires du coup dans la rénovation énergétique depuis maintenant 7 ans. Et du coup, j'aide les copropriétaires et les syndics à prendre de grandes décisions pour leur copropriété. Voilà. Ok, merci à vous, Feriel. C'est la première fois, d'ailleurs, vous venez sur le plateau. Pierre, d'ailleurs, aussi, c'est une première pour vous. Oui, bonjour. Je suis le dirigeant du bureau d'études Coréal. Nous sommes d'abord un bureau d'études de maîtrise d'œuvre, donc de conception et de réalisation de suivi de travaux. Nous faisons de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et de l'audit énergétique. Donc voilà. Voilà, on y reviendra sur l'émission. Ensuite, on va continuer avec vous, Alexis. Allez. Oui, bonjour Xavier, bonjour à tous. Donc, je suis Alexis Motte, chef de marché copropriété au sein de GRDF. Et à GRDF, nous accompagnons les copropriétés dans leurs travaux de rénovation et précisément rénovation du système de chauffage, donc chaudière individuelle et chaudière collective. Et on pourra y revenir au fil de notre échange. Voilà. Et alors, Thomas, continuez pour BTI. Du coup, moi, je suis Thomas Leclan, je suis responsable d'agence de Paris-Île-de-France. On est un fabricant de systèmes de ventilation, donc on développe et on innove des solutions de ventilation pour s'adapter aux bâtiments en fonction de la construction et puis des contraintes existantes. Merci Thomas. Annette. Oui, bonjour, Annette Cochard, je suis chargée des relations avec les professionnels à l'Agence parisienne du climat et on est l'espace France Rénov de la ville de Paris. Voilà, merci parce que ces conférences sont co-organisées avec vous, Annette, avec l'Agence parisienne du climat. Merci pour cette co-organisation. Alors, cher public aussi, vous savez qu'on a aussi un système, maintenant on a des petits quiz que vous allez voir pendant la conférence. Donc, j'espère que, chers conférenciers, vous avez tous pris vos smartphones, je vois que vous les avez à côté de vous. Ça, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas généralement. On va commencer par vous afficher voilà, un petit lien. Je vous encourage, même le public qui est avec nous, même vous qui êtes cher conférencier, à scanner ce QR code, puisque voilà, prenez votre téléphone, c'est ce qui vous permettra de voir les questions du public. Il faudrait que je fasse moi-même aussi. Je ne l'ai pas préparé. Voir les questions du public pour pouvoir les afficher.
je vous laisse regarder ces choses-là. Est-ce que Benjamin, il n'y a pas une modération à faire? Je te laisse regarder sur les questions du public sur Slido. Ce serait peut-être un loupé qu'on aurait fait. Voilà, donc vous avez scanné ce QR code, vous pouvez poser vos questions, vous voyez, vous pouvez poser vos questions directement. Elles seront reprises pendant la conférence. Allez, on avait dit, Annette, que vous aviez commencé, on avait commencé ensemble, puisqu'on a préparé, bien entendu, cette conférence. De vous représenter donc l'Agence parisienne du climat. Vous connaissez bien l'écosystème, France Rénov', les ALEC, certains disent c'est un acronyme encore, il y a beaucoup d'acronymes dans ce milieu agence locale de l'énergie. Et on s'était dit, Annette, que pour commencer, il faudrait répondre aux copropriétés qui se lancent dans ce projet. On parlait d'acronymes, il y a beaucoup d'acteurs. Qui sont-ils? On ne va pas tous les lister, mais en tout cas dresser un tableau. Et quels sont leurs rôles? Oui. En introduction, ça peut être pas mal de clarifier le rôle de chacun. D'abord, je vais commencer par mon rôle à moi, mais plus largement le rôle de France Rénov'. Voilà, on a les logos qui s'affichent. France Rénov', c'est le service public national dédié à la rénovation de l'habitat et qui va se décliner localement dans des espaces France Rénov' sur tout le territoire. Donc, il y en a plus de 300. Donc, à Paris, c'est l'Agence parisienne du climat. Et au niveau national, donc, c'est l'Agence nationale de l'habitat qui s'occupe de ce service public et qui délivre les aides financières. Vous avez aussi Coach CoPro qui est pas un acteur en tant que tel, c'est une plateforme dédiée à la copropriété. Mais derrière, on a des conseillers Coach CoPro qui sont en fait aussi des conseillers France Rénov' et qui sont là pour conseiller, informer les copropriétés sur presque tout le territoire national. Donc, il y a des territoires qui utilisent la plateforme Coach CoPro, d'autres qui ont un autre outil. Mais voilà, la plupart, en tout cas à l'échelle de la métropole du Grand Paris, tout le territoire utilise cette plateforme. Ensuite, donc, pour faire un panorama un petit peu des acteurs, rappelez d'abord que la copropriété, c'est le maître d'ouvrage, représenté par son syndic. Et que donc au fil des étapes de son projet, elle va rencontrer divers acteurs qui vont devoir travailler ensemble. Donc là, vous avez à l'écran un peu les différentes étapes d'un projet de rénovation. On en distingue en général 3. Donc une première phase de diagnostic. Ça peut être un diagnostic technique global, ça peut être un plan pluriannuel de travaux, ça peut être un DPE, diagnostic de performance énergétique, qui peut être réalisé, donc le DPE, par un diagnostiqueur, mais aussi par un bureau d'études thermiques. Un architecte peut aussi intervenir dans cette phase de diagnostic, ou plus largement un maître d'œuvre. On a ensuite, donc à la fin de cette phase de diagnostic, une AG, avec pour objectif de voter une mission de conception visant à concevoir donc, précisément le projet qui aura pu être établi en phase diagnostic. À cet AG, on va aussi choisir un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, comme je disais, la copropriété, c'est le maître d'ouvrage. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, l'AMO, vient en appui du maître d'ouvrage et s'assure en fait de la bonne prise en compte du projet par le maître d'œuvre, de la bonne traduction en fait des besoins de la copropriété. Voilà. Et ensuite, donc, à la fin de cette phase, on a une nouvelle AG, cette fois pour voter le projet, voter les travaux. Et c'est à partir de cette AG que vont intervenir un autre acteur, donc les entreprises de travaux chargées de leur réalisation. Voilà, donc on a finalement 3 AG. Si on regarde la temporalité, Annette, entre le moment où une copropriété, là, ceux qui nous écoutent, réfléchissent au projet, le moment où ils commencent les travaux, il se passe combien de temps à peu près? Alors, ça va être très variable d'un projet à l'autre. Parfois, ces phases vont s'enchaîner parfaitement. Et dans ce cas, on peut être autour de 4-5 ans dans la plupart des cas. Après, il y a souvent des interruptions dans le projet. Il peut s'écouler 1 année, voire 2, avant qu'il y ait une nouvelle AG où on va passer à l'étape suivante. Et aussi, donc, on pourrait aussi identifier une 4e étape de phase préparatoire avant le diagnostic, qui peut aussi être très longue, de maturation du projet avant que vraiment on se décide sur un diagnostic. Oui, une 4e étape qui serait une première étape alors. Oui, qui serait une première étape préparatoire. Première, on va discuter aujourd'hui. Hein, c'est comment faire en sorte que finalement on se mette en mouvement correctement dans ce projet de rénovation.
Ça, c'est le sujet important. On voulait commencer alors avec vous, Morgane. On va afficher un petit quiz. Voilà, prenez vos smartphones, cher public qui est à distance. Prenez votre smartphone et on va commencer avec vous avec ce premier quiz qu'on va vous afficher. Voilà. Allez, normalement, ça s'affiche sur votre smartphone. Donc, vous avez une question qui s'affiche. Dans votre copropriété, quel est le principal défi pour passer de l'audit à une décision en AG, comprendre les résultats de l'audit et les scénarios proposés, convaincre les copropriétaires réticents, mobiliser les bonnes aides financières et techniques et organiser une AG efficace et pédagogique. On vous laisse voter. Je crois qu'il y a plusieurs choix possibles. Hein. Vous allez voir, ça s'affiche directement à l'écran. C'est ça qui est amusant. Pour lequel vous allez avoir les résultats qui vont se mettre. Cher public à distance aussi, faites-le. Et puis vous pouvez poser vos questions. Là, je vais vous discuter des différentes questions possibles et réponses possibles. Voilà, le temps que chacun réponde, qu'est-ce que vous en pensez alors, cher conférencier Alexandre, peut-être on va laisser Morgane afficher. Toujours au micro. Mais ce que j'en pense, c'est que j'avais envie de voter pour les 4, forcément. Un petit peu comme ma voisine, apparemment. Mais j'ai personnellement voté, vu que c'est pas un secret, pour organiser une AG efficace et pédagogique. Je pense que tout passe par la pédagogie. Comme je l'avais dit en préparation de cette conférence, tous les 6, pour répondre au thème de l'audit au vote, réussir la décision collective en copro, pour moi, c'est d'abord la pédagogie, la communication. Feriel, vous êtes d'accord aussi Oui, je suis d'accord. Pour moi, surtout les coûts. J'ai déjà été dans des AG et je sais que c'est très compliqué. Ils souhaitent vraiment avoir de bonnes aides et pour eux, souvent, les aides, c'est un peu délusoire, quoi. Ils se disent, est-ce qu'il y en a vraiment ? Est-ce qu'on va être accepté ? Est-ce que le dossier peut être assez long pour être accepté par l'ANA, donc ça peut être compliqué. Donc on essaye, voilà, c'est ça, de communiquer avec les copropriétaires et c'est le plus compliqué. D'ailleurs, pour vous, Annette, pour l'ANA, effectivement, il y a des stop and go, c'est-à-dire que les aides ont été arrêtées. Bon, c'était une question de vote du budget au niveau de l'État, mais finalement, on est reparti sur les aides aujourd'hui ? Oui, il y a eu une réouverture du guichet mi-février, il me semble. Après, il n'y a pas eu vraiment d'interruption en copropriété. Et comme on se disait tout à l'heure, le temps de la copropriété est assez long. Il y a pas mal d'étapes. Donc finalement, ça n'a pas tant freiné les projets qui pouvaient juste continuer jusqu'à la phase de demande des subventions. Donc on n'a pas tellement vu cet effet-là en copro. C'est bien convaincre les copropriétaires qui reste le sujet important. Allez, on continue. Alors, pour ce premier quiz, il y en aura d'autres. Et puis à la fin, vous verrez quand même un jeu. C'est noté. Thomas, je sais que vous voulez vous refaire par rapport au dernier et espérer de gagner ce coup-ci. Alors, justement, Thomas, on voulait vous donner la parole. Peut-être prenez le micro. Alors, aujourd'hui, on parle aussi santé des occupants. On parle ventilation, parce que dans le cadre d'un projet de rénovation en copropriété, est-ce qu'aujourd'hui, la santé des occupants est un élément qui permet de voter en AG, qui est l'effet déclencheur, mais il y a aussi la valorisation du patrimoine. Oui, tout à fait. En fait, en l'occurrence, non, la santé, c'est pas le critère premier pour la mise en œuvre d'une ventilation. C'est généralement pour conserver le patrimoine et garder un patrimoine en bon état. On a affiché quelques chiffres justement, parce que nous, du coup, on est spécialiste de la ventilation. On essaie d'adapter des solutions de ventilation pour justement éviter de trop contraindre les logements par rapport à leur architecture existante et aussi par rapport à l'impact qu'on va avoir au sein des logements. Mais du coup, on a un devoir quand même de conseil et d'information sur la santé des occupants, même si aujourd'hui, ce n'est pas l'axe premier qui va aider à faire la décision de mettre ou ne pas mettre une ventilation. Donc pendant longtemps, en gros, la ventilation n'a pas été forcément obligatoire et n'a pas forcément été dans les automatismes d'une réhabilitation énergétique. Elle est de plus en plus. Il y a de moins en moins de projets aujourd'hui qui se font sans réhabilitation de la ventilation ou sans création d'une ventilation. On travaille beaucoup, nous, avec les architectes
et les bureaux d'études qui sont spécialisés, qui maintenant sont informés, et je pense que c'est devenu un automatisme. Donc voilà. On a exposé quelques chiffres du coup qui sont assez parlants et qui ne sont pas forcément automatiques pour les copropriétaires ou pour le grand public. C'est qu'on passe 90% de notre temps dans un espace clos. Donc dans un espace clos, ça va être au travail, ça va être dans des commerces ou bien à la maison. On passe très peu de temps dehors. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'air intérieur est 5 à 8 fois plus pollué que l'air extérieur. On a tendance parfois à se dire que dans les centres urbains, c'est très pollué parce qu'il y a beaucoup de voitures et que ça génère pas mal de pollution, ce qui est vrai. Et du coup, souvent, les gens n'osent pas ouvrir les fenêtres et du coup, ça crée plus de pollution intérieure qu'extérieure. Oui. D'ailleurs, à ce sujet, je ne vais pas vous faire d'anecdotes toute la journée, mais il y a un documentaire qui passe sur Arte en ce moment sur la pollution qui a eu lieu en Angleterre, à Londres, en 1952, pendant 4 jours. Vous savez, il y a une espèce de dôme de froid qui s'était mis. Et ils ont même arrêté les salles de cinéma parce que les gens n'arrivaient plus à voir la scène, l'écran, tellement il y avait une pollution. On se chauffait à l'époque au charbon, dans les logements. Les industries étaient dans la ville. Et c'est le premier pays, d'ailleurs, qui a pris une réglementation nationale pour imposer un niveau de qualité de l'air. Donc, ils ont commencé par supprimer toutes les industries qui étaient dans les villes et ils ont demandé aux personnes de ne plus utiliser le charbon dans son logement. Donc, effectivement, dans le logement, on peut avoir une pollution forte. Oui, et souvent on a une pollution, on y reviendra un peu plus tard, mais on a une pollution qui est invisible. C'est-à-dire qu'en fait l'air est invisible et du coup sa mauvaise qualité n'est pas forcément visible à l'œil nu. Donc c'est pour ça que pour les gens c'est pas toujours parlant. On a 60% des logements français qui présentent une mauvaise qualité d'air, voire une très mauvaise. Alors c'est quoi une mauvaise qualité d'air? En fait, il y a beaucoup de polluants qui vont se trouver dans le logement. Si on donne les principaux, alors il va y avoir le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone. En gros, c'est souvent les plus parlants. Puis après, il y a beaucoup d'allergènes ou de maladies qui sont transmises aussi parce que du coup, on ne renouvelle pas l'air dans un logement. Donc c'est vrai que ça a été assez parlant à l'époque du Covid parce que du coup, ça a beaucoup marqué, ça a été un marqueur fort à ce temps-là de la qualité d'air. Et du coup, on a mis en œuvre quelques règles où on a commencé à réouvrir les fenêtres comme on le faisait peut-être il y a 20 ou 30 ans. Mais du coup, c'est les principales. Tout à l'heure, on parlait des coûts pour la mise en place d'une rénovation énergétique où forcément, il y a des coûts qui ne sont pas forcément directs. Donc là, on a un chiffre qui est important, c'est 19 milliards de coûts pour la mauvaise QAI intérieure pour la collectivité française. Donc c'est ce que ça coûte par rapport à la santé. Donc ce n'est pas des choses qu'on paye directement quand on fait nos travaux au sein du logement, mais le fait d'améliorer la qualité de l'air intérieur, ça contribue à des économies au niveau de la société, au niveau de la collectivité locale. Donc, ça, c'est 19 milliards en France. En France, oui, exactement. Ouais. Et puis, le dernier chiffre, c'est le chiffre qui tue. C'est le chiffre qui tue, et c'est un chiffre qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a 20 000 morts par an pour des sujets de mauvaise qualité d'air intérieur ou des problèmes de ventilation. Oui, ça c'est colossal, finalement, le nombre de décès. C'est assez important. Après, il y a des choses qui sont peut-être moins lisibles, mais il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes respiratoires, pas forcément de l'asthme. Et du coup, c'est souvent dû à des mauvaises qualités d'air intérieur et des polluants sur lesquels on n'intervient pas. Ouais, à Londres, il y a eu 12 000 morts en 4 jours qui sont morts. D'ailleurs, c'était des gens qui étaient les aveugles, c'est eux qui dirigeaient les autres parce qu'ils n'arrivaient plus à se diriger dans une espèce de noir complet, une crasse. Donc la ville était complètement saturée de pollution. Donc 20 000 morts par an, mais est-ce qu'aujourd'hui on est sur une trajectoire sur laquelle on a moins de morts? Alors là, c'est peut-être un peu technique. J'ai pas forcément ces éléments-là, mais j'ose espérer qu'avec la communication qu'on fait et puis les moyens qui sont mis en œuvre, parce qu'aujourd'hui la ventilation c'est devenu quelque chose qui est rentré un peu dans c'est devenu presque une obligation en gros dès qu'on intervient sur des travaux. Donc et puis même aujourd'hui on participe avec beaucoup d'associations à l'amélioration de la qualité d'air et du coup peut-être d'avoir des capteurs de CO2 dans les logements. Donc c'est un sujet qui est pris en main. Donc logiquement, on devrait avoir une courbe qui devrait être à terme descendante. Aujourd'hui, on a des capteurs ou... Non, c'est pas encore le cas, mais c'est des choses qui sont en cours. Ça existe, on peut en acheter. Ça existe, on peut en acheter de façon individuelle, mais c'est pas quelque chose qui est réglementé aujourd'hui. Ouais. Je crois qu'il y avait une marque comme ça, c'était Legrand qui avait sorti un produit, c'est pas Netatmo.
J'ai pas le nom, mais je crois que Legrand a développé un produit là-dessus. Ouais. Vous avez sorti un produit là-dessus. Ok, bon, on va revenir. Vous allez nous montrer des exemples, je crois, tout à l'heure, de rénovation et comment la ventilation participe à la rénovation. Alors maintenant, on continue sur la partie vote avec vous, Alexis. Alors, le gaz, ça reste une énergie majeure en copropriété avec des avantages économiques et techniques. Je ne vais pas parler de contexte géopolitique actuellement, parce que là, peut-être les choses vont évoluer très, très rapidement. Mais comment est-ce qu'on peut convaincre les copropriétaires qui ont en tête l'image d'investissement important? Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut avoir en mémoire que le gaz, aujourd'hui, c'est la première énergie en copropriété pour le chauffage. Donc c'est un point important. Plus de 1 logement sur 2 est chauffé au gaz. Donc c'est un fait. Ensuite, dans le cadre d'une rénovation globale, c'est quand on s'intéresse clairement à la rénovation du système de chauffage, eh bien, les copropriétés peuvent se poser la question, est-ce que je maintiens l'usage du gaz? Est-ce que c'est pertinent? Et à cela, il y a 4 grands points à retenir. En premier lieu, aujourd'hui, les solutions gaz, ce sont des solutions performantes et qui permettent des réductions des consommations. Donc réduction de consommation de 20 à 30% avec les systèmes modernes. Donc qui dit réduction des consommations dit réduction de la facture. Donc un volet économique vraiment conséquent. C'est aussi une solution qui est pragmatique, puisque dans les copropriétés, souvent la solution gaz, c'est une solution qu'on peut installer de manière plutôt facile par rapport à d'autres solutions en termes de raccordement. Le gaz est déjà présent sur quasiment la totalité du territoire français, et donc c'est une solution qui convient parfaitement aux copropriétés. Le deuxième avantage, c'est qu'on peut aussi atteindre le gain d'une étiquette DPE avec les solutions de chaudière à condensation. Et ça, c'est une belle valeur ajoutée aujourd'hui pour cette recherche de DPE. Troisième argument, c'est que si on regarde sur les 10 dernières années, en effet, l'actualité dernièrement a fait écho d'une hausse des prix du gaz, mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde sur les 10 dernières années, le gaz est une des énergies la plus compétitive. Donc pour la facture des ménages, eh bien, bien sûr, c'est une énergie qui peut être un peu volatile, mais globalement, avec des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans, les copropriétaires s'y retrouvent. Et le quatrième point, c'est que c'est une énergie qui a aussi une énergie d'avenir, puisqu'il y a du gaz renouvelable qui se développe. Et donc, si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on appelle le gaz vert, c'est ça? Exactement. Le gaz vert qui est issu de produits agricoles. Et ça, c'est une part qui est aujourd'hui mineure, mais qui se développe de plus en plus et qui permet de voir de l'avenir dans les solutions gaz et dans le gaz qui est aujourd'hui acheminé auprès des copropriétés. Donc, si on doit retenir un message clé, en termes de réduction des charges, en termes de valorisation du patrimoine, de confort et de fiabilité, eh bien, aujourd'hui, les solutions gaz apportent de nombreuses réponses. Alors justement, tiens, on va afficher là une question, Morgane, si on peut venir sur les questions. Tiens, on va en afficher même 2. J'ai accès à la plateforme. Vous voyez, je peux même sélectionner les questions qu'on va afficher. Morgane, je vous laisse afficher la diapo avec les questions. Non, c'est pas celle-là, c'est la diapo questions-réponses. C'est la première diapo. Alors, on est dans un nouveau lieu, de nouveaux outils. Alors, excusez-nous, cher public. Et on va y arriver. Mais je peux la poser, la question, sans qu'on la voie. Voilà, ben, vous la voyez. Une question, effectivement, c'est le gaz est performant économiquement, mais versus quoi, effectivement? Oui, alors pour argumenter un peu, les alternatives aujourd'hui, ça peut être le réseau de chaleur urbain. Ouais.
réseau de chaleur urbain qui n'est pas présent sur tout le territoire déjà, donc, et qui surtout nécessite un coût de raccordement qui peut être très élevé. Donc là, c'est sur la partie investissement. Et après, sur la partie coût au quotidien, eh bien, encore une fois, dans certains cas, un réseau de chaleur urbain peut être pertinent, mais en fait, il faut toujours avoir cet esprit critique, dans le positif ou dans le négatif, pour évaluer si c'est pertinent pour une copropriété donnée. Et il y a la notion de coût d'investissement, il y a aussi la notion de coût d'exploitation. Donc, quelle va être la facture sur les 10 prochaines années à partir d'un réseau de chaleur urbain. Donc, nous, au sein de GRDF, nous sommes pour le mix énergétique. Nous ne sommes pas nous ne sommes pas arc-boutés sur une solution en particulier, mais ce que l'on veut souligner, c'est que dans de nombreux cas, et c'est pour ça aussi que les copropriétés font ce choix du gaz, que par rapport au réseau de chaleur urbain ou par rapport à une pompe à chaleur électrique qui est 100%, donc 100% paquet électrique, eh bien, les solutions de gaz, finalement, présentent des intérêts qui sont plus forts pour une copropriété. Donc, s'il y a un message à retenir, c'est parlez-en à votre bureau d'études, parlez-en à votre AMO, à votre architecte, pour que votre choix soit, on va dire, réfléchi et prenne en considération aussi bien la faisabilité technique, économique et de performance. Alors, il y a d'autres questions qui tombent, mais Alexis, on ne va pas toutes les poser parce que quand on ouvre la boîte du gaz, si on peut se permettre, il y a plein de questions. Je voyais des questions sur le gaz vert, mais vous aurez toutes ces réponses-là lors de l'interview qui va avoir lieu à midi. Donc là, on va faire un focus spécialement sur le gaz vert. Je voyais, il y a quand même une autre question que je vais prendre qui est liée à la chaudière gaz. C'était pour vous, Feriel. Est-ce qu'il y a des aides C2E pour l'installation d'une chaudière gaz ? Je sais qu'il y a une fiche qui a été supprimée l'année dernière, c'est ça. Mais du coup, je crois qu'il y en a encore. Il faudrait que je revérifie. Alors, vous n'êtes pas sûr Non, je ne suis pas sûr. Non, je ne suis pas sûr. C'est pour ça. Je sais qu'il y a une fiche qui a été supprimée l'année dernière. On va demander à Alexis, mais gardez le micro. Les C2E concernent aujourd'hui l'hybridation. Donc, le gaz bénéficie encore des C2E, mais via des systèmes hybrides qui associent gaz et pompe à chaleur. Voilà, donc on a des fiches. Il y a tellement de fiches C2E que... Gardez le micro. Allez, on va continuer, Alexis. On a terminé avec nous. On reviendra là sur des exemples concrets. Là, on va rentrer de plus en plus dans la partie vote et audit et comment on fait en sorte que l'AG se passe bien, notamment. Alors, Feriel, l'audit est obligatoire, notamment pour bénéficier des aides. Mais les copropriétaires se posent des questions. Est-ce que quand je fais un audit, je vais avoir les aides? Quel niveau d'aide? Oui. Et comment est-ce qu'on peut les rassurer, notamment pour éviter qu'ils aient des subventions qui soient refusées? Oui. Déjà, il faut savoir que c'est plutôt un outil de sécurisation plutôt qu'une contrainte, puisque l'audit va permettre de comprendre déjà l'état du bâtiment. C'est vraiment un diagnostic, c'est vraiment un scanner du bâtiment. Ensuite, prioriser aussi les travaux sécuritaires, par exemple pour la ventilation ou les balcons qui peuvent être un peu défectueux, et aussi accéder aux aides comme les certificats d'économie d'énergie et surtout MaPrimeRénov'. Il y a aussi des aides individuelles et collectives, privées et publiques. Enfin voilà, il y a pas mal d'aides. Et pour moi aussi, il y a des erreurs aussi à éviter, comme lancer des travaux sans l'audit énergétique. Pour moi, c'est vraiment le point de départ d'une rénovation globale. D'accord, puisque du coup, on va faire vraiment un scanner du bâtiment. C'est aussi travailler avec des entreprises qui ne sont pas certifiées, puisque du coup, il faut aussi la certification RGE. Donc, il faut travailler avec des entreprises qui sont certifiées. Qui sont certifiées, pardon. J'ai dit non certifiées. Non, certifiées, exactement. Et puis, voilà, faire un projet aussi pour atteindre les 35% de gain énergétique. Et je pense que l'audit est vraiment le point de départ pour commencer cette rénovation globale. D'ailleurs, on avait dit qu'on en parlerait. Il y a deux choix techniques. C'est le plan pluriannuel de travaux et DPE, audit. Est-ce que vous pouvez préciser alors? Oui, bien sûr. Le PPT et le DPE, c'est la réglementation par la loi climat et résilience. C'est une obligation pour les copropriétés. Et ensuite, il y a une autre proposition. On va ajouter l'audit énergétique.
Donc vraiment, c'est 2 propositions différentes. Ça dépend en fait, encore une fois, du projet de la copropriété. S'ils souhaitent être réglementaires, donc du coup par rapport à la loi climat et résilience, ou s'ils souhaitent faire, une rénovation globale. Donc c'est vraiment 2 choix différents. Voilà. Peut-être Pierre, tiens, on va vous donner le micro une seconde là, juste pour préciser ces différences entre PPT, DPE et audit, parce qu'il finalement il y a deux branches que peut choisir un copropriétaire, c'est ça en termes de projet. Absolument. Donc, dans le cadre des copropriétés, si les copropriétaires veulent envisager une rénovation d'ampleur ou globale, ou performante, il faut un audit énergétique. C'est pour pouvoir mobiliser notamment les C2E. On arrive aujourd'hui sans l'audit énergétique à mobiliser MaPrimeRénov' copropriété, mais si on veut pouvoir mobiliser les subventions C2E et éventuellement les subventions régionales, parce qu'il y a des gens qui le demandent, eh bien, il faut effectivement l'audit énergétique. C'est un outil indispensable qui permet à la copropriété de bien comprendre quel est l'état initial d'un point de vue énergétique du bâtiment, de voir quelles sont les consommations, et ensuite de pouvoir envisager les rénovations avec 3 scénarios. Un scénario, on va dire, minimal, un scénario performant et un scénario éventuellement BBC quand c'est possible. Voilà, on va y revenir sur les scénarios. Donc, et il y a ce choix de départ, donc Feriel, qui est DPE, PPT, DPE ou audit. Alors, et on va continuer. Donc, on avait un petit quiz pour vous, cher public. C'est le 2e. Et on va vous laisser revenir sur vos smartphones. Je vois Annette qui dit ça, il faut que je retape sur mon smartphone. Donc, c'est un nuage de mots. Alors, vous savez ce que c'est un nuage de mots? C'est pas un nuage de pollution, hein, là, Alexis. Hein. C'est un nuage de mots. Ni Thomas. On vous laisse saisir. D'après vous, quels outils ou arguments peuvent aider à convaincre les copropriétaires lors de l'AG? Là, on vous laisse noter les arguments que vous pensez justes. Je vois TRI, ça y est, c'est parti. Ouais, pardon? Il faut scanner. Non, il n'y a pas besoin de scanner. Vous êtes toujours dans la même configuration. Je me disais peut-être qu'on pourrait donner un deuxième micro à nos amis. Ils en ont qu'un seul sur chaque table. C'est un peu compliqué pour se passer les micros. On va vous donner un deuxième micro. On s'était dit qu'un micro suffirait, mais pour vous, pour discuter, ça sera plus facile. Voilà, on vous laisse noter tout ça. Voilà, pendant que vous saisissez, vous êtes une centaine d'être avec nous à distance. Merci à vous, cher public. D'ailleurs, vous pouvez mettre dans les commentaires si ça vous plaît, la nouvelle configuration dans les questions-réponses. Hein. Vous pouvez faire un petit commentaire si vous voulez. Alors, si on regarde ça, là maintenant, bon, les gens ont commencé à voter, mais continuez. Hein. D'après vous, quel outil, argument les aides, c'est le premier argument. Est-ce que vous êtes d'accord qui est-ce qui veut répondre là-dessus Alexandre, oui, c'est les aides. Bah pour le coup, non, je suis pas d'accord. Ouais. Non, parce que le premier argument, c'est le diagnostic, et c'est l'état du bâti. Forcément, je sais pas la première fois que je viens participer à des tables rondes, et à chaque fois je me répète. J'espère que c'est pas trop barbant pour ceux qui nous écoutent et qui sont très fidèles à cette émission. Et la base fondamentale, c'est l'état du bâti, le diagnostic de l'existant, et comme l'a dit ma voisine, savoir si on a, avant de penser rénovation énergétique, on n'a pas des problèmes structurels ou des balcons qui se pètent le nez. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'il faut partir de la base, de savoir de quoi on parle, effectivement sur un bilan architectural, sur un bilan thermique et sur un bilan, entre guillemets, comptable et financier de la copro. Là-dessus, j'aurais pensé que Annette réagirait tout à l'heure quand on disait on a 2 choix entre le PPT et le DPE. Moi, je travaille beaucoup avec l'agence Paris Climat. On n'a pas tellement de choix. Quand on est parisien, on passe sur un DTG ou on a les 3. Voilà, c'est juste on a le choix, mais en effet, l'orientation va se faire sur un DTG qui sera subventionné et qui reste l'étude la plus complète et, selon nous, la plus adaptée pour une rénovation globale. Oui, on conseille fortement de faire un DTG.
Oui, c'est ça, il n'y a pas de raison de s'en priver. Après, certaines copropriétés s'orientent vers un diagnostic plus basique, comme un PPT DPE. Ça ne va pas forcément les bloquer sur la suite, mais elles n'auront pas toute la pédagogie nécessaire pour Est-ce que s'orienter comme... Je vois d'ailleurs Xavier, Feriel, mais juste, on va revenir à vous, Feriel. Juste, je vois le confort d'été aussi, ça c'est une nouveauté. C'est la première fois que je vois ce mot-là là, qui apparaît. Est-ce que, Annette, les copropriétaires aujourd'hui viennent vers vous à l'Agence parisienne du climat en nous disant le confort d'été c'est important pour nous? Un petit peu, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment après l'été où cette problématique est plus fréquente. Et on organise tous les ans des événements à ce sujet et on voit qu'il y a de la demande à ce niveau-là. Sur la ventilation aussi, pour vous Thomas, là, le confort d'été, ça peut gérer. Est-ce que la ventilation joue un rôle? Peut jouer un rôle quand elle est bien régulée. En gros, ça va plus être sur la partie économie d'énergie, mais pas forcément sur le renouvellement de l'air. Mais oui, de toute façon, on a un juste milieu à intégrer entre les deux. Et forcément, les gens ont toujours peur de perdre la chaleur ou de perdre la fraîcheur en fonction des périodes. Alors Feriel, je vous avais dit, vous vouliez intervenir. Non, c'était par rapport au DTG, justement. Je discute beaucoup avec l'APC, puisque les syndicats avec qui je travaille sont parisiens. Et souvent, quand ils vont demander la fameuse subvention, vous savez, des 5 000 € pour faire le DTG, souvent, ils ne sont pas acceptés. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne peut pas toucher à la façade. On ne peut pas toucher ni l'intérieur, puisque le prix au mètre carré, c'est très compliqué. Souvent, ils sont en individuel. Donc, souvent, l'APC vont leur dire, écoutez, compliqué pour atteindre les 35%, donc vaut mieux faire poste par poste ou faire uniquement le PPT et le DPE. Alors, je ne sais pas où sont situés vos syndics dans Paris. Peut-être si on est sur le centre de Paris, où en effet, on sera assez limité. Mais globalement, nous, le message qu'on fait passer, c'est plutôt qu'on peut faire de la rénovation globale sur presque tous les bâtiments. Donc l'idée, c'est pas trop de se limiter sur le diagnostic et ne pas anticiper des refus éventuels. Donc on va plutôt conseiller au maximum le DTG quand on voit qu'il y a un besoin, une possibilité de rénover le bâtiment. Et après, à Paris, nous, on n'a pas forcément que le seuil de 35% de gain énergétique pour bénéficier des aides. La ville de Paris finance des 15%. Donc ça, on peut quand même l'atteindre sur quasiment tous les bâtiments. Donc on se limite pas tant là-dessus. Voilà, alors on continue, on va rentrer même dans l'AG avec vous, Pierre, de manière virtuelle, bien sûr. Vous parlez de réunions préparatoires avec les copropriétaires avant l'AG, parce que finalement, c'est pas au moment de l'AG qu'on ferraille, qu'on bataille, tout ça a dû être discuté en amont. C'est ça. C'est-à-dire que j'ai fait une métier de syndic. Prenez bien le micro. Ouais. J'ai fait une métier de syndic en tant que syndic professionnel pendant une dizaine d'années, avant de diriger le bureau d'études. Je me suis rendu compte que quand on arrivait en assemblée générale, si on n'avait pas expliqué ce qu'on allait proposer, on pouvait avoir une assemblée générale qui allait durer 4 heures, 5 heures. Ça m'est arrivé de voir des assemblées générales qui duraient plus que ça. Donc, où les gens avaient besoin d'explications. Donc, nous, chez Coréal, on a anticipé cette problématique. Une fois qu'on réalise un audit énergétique, en coordination évidemment avec le syndic et le conseil syndical, on organise, si vous voulez, des réunions préparatoires dans lesquelles on invite l'ensemble des copropriétaires pour pouvoir expliquer. L'Assemblée générale, pour nous, ça doit être le lieu où on entérine, pas d'ailleurs, les choix qui ont été faits et qui ont été correctement expliqués avant cela. Donc ça permet d'avoir des assemblées générales qui sont constructives et de pouvoir, lors des réunions préparatoires, expliquer l'ensemble des éléments. C'est complexe, une rénovation énergétique globale. Madame Cochard a dit tout à l'heure qu'effectivement, ça pouvait durer, une rénovation énergétique pouvait durer 4 à 5 ans. C'était une moyenne ou un minimum, je crois. Nous, on essaye... On a plutôt intérêt que ça se passe bien, alors du coup, parce que oui, 4-5 ans, si ça se passe pas bien, ça va être... Voilà, mais je veux dire, c'est long même pour les copropriétaires. C'est-à-dire que quand on démarre un sujet comme celui-là, ils ont envie de voir l'aboutissement, quand ils sont volontaires, de voir l'aboutissement des choses. Il faut expliquer l'audit énergétique, l'état initial du bâtiment, savoir pouvoir leur expliquer les scénarios qu'on a réalisés,
les subventions qui sont mobilisables et de voir qu'est-ce que ça va donner. Pardon, qu'est-ce que ça va donner en reste à charge et en reste à charge éventuellement mensuel. Moi, je trouve que l'État elle les a fait compliquées comme elle sait faire, mais elle a bien fait les choses. C'est-à-dire qu'on a un panel d'outils qui permet de pouvoir réaliser la rénovation énergétique d'ampleur de manière assez complète pour ne pas laisser les copropriétés sur le bord de la route. C'est-à-dire qu'une copropriété qui n'aurait pas tellement de moyens, où les copropriétaires sont un peu... où c'est difficile, on arrive à anticiper et à prévoir et à leur expliquer ce vers quoi on va aller et comment ça va se goupiller. Ce qui permet de réduire, en fait, et de pouvoir prévoir des assemblées générales, d'enchaîner les assemblées générales avec quelque chose qui est très cadré et qui leur permet de pouvoir prendre des décisions positives sur la rénovation énergétique. Oui, l'Assemblée générale, finalement, c'est juste pour voter. Tout le monde est d'accord avant. On arrive à l'Assemblée générale. Ou pas. Mais ça permet d'avoir le débat. On sait que c'est un sujet dans lequel l'Assemblée générale, on va avoir des questions qui sont d'ordre de l'audit, déjà énergétique, mais qui sont d'ordre administratif, comme les subventions, les crédits et les points techniques. C'est-à-dire que c'est là, on n'est pas là pour arriver en Assemblée générale, comme le disait tout à l'heure, comme il s'était dit tout à l'heure, pour se rendre compte qu'on a un problème éventuel de balcon ou de structure du bâtiment. Il faut qu'on ait anticipé ces points-là, qu'on les ait chiffrés et qu'on puisse dire voilà comment on va le régler et est-ce que on doit l'anticiper avant la rénovation énergétique ou on le fait concomitamment et comment on finance ça. Alors, on continue. Donc, effectivement, c'est en amont. On travaille et on discute avec les copropriétaires, mais là, vous travaillez plus avec l'équipe président du conseil syndical là, avec le conseil syndical, ouais. Avec le syndic, qui est vraiment... mais on essaye de le dégager quand même d'une grosse part du travail, parce qu'on sait que les syndics, enfin je le sais pertinemment, les syndics ont beaucoup de travail, et c'est complexe même pour eux de pouvoir expliquer aux copropriétaires l'ensemble des points ou des questions, soit administratives, soit techniques, soit sur les subventions, comment ça fonctionne, de rassurer les copropriétaires sur l'aboutissement de l'ensemble des points qui doivent être faits. On leur explique, on dit, quand on arrive en copropriété, on a une vingtaine de feux rouges. Donc, on va devoir faire passer tous ces feux au vert. Voilà, c'est ça, avant de pouvoir voter le démarrage des travaux. Oui, donc ça, il faut arriver, avant même l'AG, il faut arriver, grosso modo, tous les feux sont au vert, c'est-à-dire on est d'accord. L'AG qui va voter les travaux, on va dire, puisqu'on a des AG intermédiaires, mais à partir du moment où les copropriétaires ont été encadrés, ils ont compris quel est le process qui est mis en place pour pouvoir aboutir, ça leur permet d'être beaucoup plus sereins et de comprendre vers quoi on va et de pouvoir provoquer des AGE, des assemblées générales extraordinaires, pour pouvoir avancer. Et donc de réduire le délai entre l'initiation de l'audit énergétique et l'aboutissement des travaux, on va dire entre 18 et 24 mois, si les gens sont convaincus et volontaires. Alors, Alexandre, si on regarde maintenant le côté l'architecte, vous êtes en train de prendre des notes, comment est-ce qu'on évite qu'une AG ne devienne un dialogue de sourds, finalement, entre personnes qui ne s'entendent pas, chacun veut avoir raison? Alors, c'est relativement simple, en fait, ça reconduit un petit peu ce qui a été dit à ma gauche. Tout passe par la pédagogie, en fait. Je pense qu'effectivement, il faut, dans un premier lieu, je l'ai dit encore hier en Assemblée Générale, pour présenter une mission de rénovation énergétique en maîtrise d'œuvre, il faut mobiliser le syndicat. Et on mobilise le syndicat, ça aussi je l'ai déjà dit, je le répète, il faut mobiliser le syndicat en créant un groupe de travail dédié qui va être la locomotive de l'ensemble des copropriétaires vers le projet de rénovation, quel qu'il soit. C'est-à-dire un groupe de travail qui ne soit pas le conseil syndical, c'est un autre groupe de travail. Le mieux, c'est de faire un conseil syndical élargi où effectivement on a des gens qui sont plus mobilisés dans le projet de rénovation que dans l'entretien courant ou dans la maintenance du bâti. C'est-à-dire que vous avez toujours le conseil syndical avec son président, son secrétaire et bien sûr en annexe le syndic, mais il faut d'autres personnes qui
sont peut-être plus vertueuses, pensent à leurs enfants, pensent à leurs grands-parents, enfin voilà, et qui veulent, et pensent aussi bien sûr à leur patrimoine, et qui veulent que ce projet aboutisse, et dans un sens commun, dans un sens partagé. Donc ça, c'est le premier lieu, c'est ça. Le premier outil, c'est le conseil syndical élargi. Le deuxième outil, c'est un planning clair. C'est-à-dire qu'il faut se donner un calendrier, il faut se dire, voilà, on est là, on est en 2026, potentiellement, on vous présentera à mars 2027 un projet, mais entre-temps, on va faire ça, on va se rencontrer, on va travailler et on va faire les présentations pédagogiques à la fois techniques et financières. C'est-à-dire que le message doit pas passer en force, et comme je l'ai dit et comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, le lieu de l'AG, c'est le lieu du vote. C'est pas le lieu du débat, c'est pas le lieu de je rappelle à tout le monde que j'ai froid au dernier étage et que j'ai trop chaud au premier. C'est voilà, je suis conscient d'une situation, on m'a expliqué, on m'a fait des projections techniques, on m'a fait des projections financières, et je sais vers où je vais, et je sais combien je vais engager par mois pendant un temps. Ça, c'est essentiel, mais ça se décide pas en AG. Ça se décide bien avant, et pour ça, il faut un calendrier clair. Et pour répondre un peu aux spectateurs, et alors je ne sais pas si c'est plus des architectes, des syndics ou des syndicats, et j'insiste sur la nécessité de la projection technique. Il faut expliquer ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous avez une quote-part à 35 000 euros et qui est réduite à 17, il faut quand même savoir ce que vous achetez. Quand vous allez acheter une cuisine à 15 000 euros, vous savez ce que c'est. Quand vous allez acheter une Jaguar, Xavier, vous le savez très bien, pour 45 000 euros, vous savez ce que vous avez. Alors j'imagine. En l'occurrence, moi je pense que la projection technique c'est très important, et ça je le redis parce qu'en plus on a VTI, on a Thomas qui est en face de moi. Nous à la compagnie on a des partenaires fabricants comme VTI, comme Rockwool, comme Sto, comme plein, je vais tous les oublier, il par Exlanco, Nickel, ils sont une trentaine, Triflec qui vient d'intégrer, et puis les derniers c'est Danialu par exemple, qui sont des professionnels fabricants de matériaux pour l'entretien du bâti ordinaire et parfois non ordinaire, mais bon, c'est un autre débat. Avec eux, on peut dire, voilà, messieurs, dames, si je vous mets une isolation comme ci, vous aurez ça, vous aurez ceci, et ça, les gens comprennent très bien. Ça, c'est très important. Et après, effectivement, on a nos amis ingénieurs financiers, on a nos partenaires de l'APC qui viennent appuyer le débat en disant, voilà, nous, à l'APC, on peut mobiliser, vous avez mobilisé l'ANA, nous, on a délégation, on peut vous donner tant de primes rénov, et en plus, on est à Paris ou Grand Paris, on peut vous donner de l'ERP+, ou des choses comme ça. Et ça, c'est très important. Et après, on a le syndic qui explique lui aussi tout son job, tout son travail, et la corrélation qu'il va avoir entre l'ingénieur financier qui va monter les dossiers de prêt et le dernier acteur dont on oublie un petit peu souvent trop, le financeur, le banquier, pour pas le nommer la caisse d'épargne, qui travaille beaucoup, lui aussi, énormément, peut-être 3 fois plus que les syndics, j'imagine, tellement ils sont en retard, petite pique. Qui va après, voilà. Qu'est-ce qui est en retard, la caisse d'épargne, on a beaucoup de sujets, mais ça, je laisserai les autres balancer. Moi, je suis pas là pour ça. Non, mais ils ont du mal à se faire les dossiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils sont au bout de l'entonnoir. Ouais. C'est vraiment les derniers partenaires, c'est le financeur du tout. Et eux, en fait, on a tous énormément de dossiers. Et nous, déjà, rien que là, on est 3. Eux, en face de nous, on en a 1. Forcément, c'est très compliqué pour eux. Mais alors, j'insiste, pour moi, c'est la communication, la pédagogie, la projection technique, ça c'est très important. Et là, on est carrément dans le technique, dans l'usage. Là, vous avez des nouveaux locaux, vous avez pris vous aussi le pli de passer par la technique, une nouvelle caméra, un écran, des kakéménos partout. Ça, c'est important. Aujourd'hui, on est dans un monde de communication, et ça va jusqu'à l'Assemblée Générale. Si vous arrivez en AG avec... des budgets en format A4 polycopiés, souvent malheureusement pas trop lisibles. Votre projet à 17 000 euros de quote-part, il passera pas. C'est même pas la peine. C'est pas la peine d'y aller. Ouais. Ce qu'il faut, c'est présenter, faire des images, amener des échantillons, amener des techniques, et puis pas le faire qu'une fois. Quoi. Voilà. Et ça, avant l'AG, pour que... c'est primordial. Ouais. Alors, encore une fois, sur la technique, nous, d'origine, on fait, si on a une AG fin de mois, 3 semaines avant, on fait une présentation technique, c'est-à-dire que les convocations sont envoyées. Là, on est vraiment dans la technique pure de la réussite de ça. Vous envoyez vos convocations, 10 jours après, vous faites une présentation. C'est-à-dire que le temps que monsieur Fichu, au dernier étage, il est pris sur lui, merde, il faut que je sorte 17 000 euros. Fichu, parce que vous avez dit Fichu, donc. On a tous une madame Fichu ou un monsieur Fichu dans le GoPro, donc on aime bien les citer. Ça change des Martins. Donc, le temps qu'ils intègrent le truc, vous les rattrapez au vol et vous leur expliquez qu'en fait, c'est pas 17 000 euros, c'est 90 euros par mois pendant 20 ans.
et puis qu'ils peuvent déléguer, enfin voilà, plein de choses. Oui, donc c'est de la pédagogie, c'est Grosse pédagogie. Grosse pédagogie. Est-ce que vous venez, Thomas, est-ce que vous venez aussi à ces réunions préparatoires aussi C'est pas automatique, mais ça peut arriver. Ouais. On peut accompagner des architectes ou des bureaux d'études, parce que du coup, le sujet ventilation est parfois un peu tendu, surtout sur des bâtiments qui datent d'avant les années 80, où justement on a beaucoup de contraintes et les gens ont toujours peur de savoir est-ce qu'on va détruire totalement leur logement. Ils ne savent pas forcément qu'il y a des solutions qui sont adaptées pour ce type de bâtiment. Parce que du coup, nous, VT, on a un peu plus de 40 ans d'ancienneté. Et on a des solutions pour les bâtiments de 1900 jusqu'à nos jours. Donc c'est vrai que tout ce qui est avant 82, où la VMC n'était pas obligatoire, ça pose toujours une interrogation et peut-être des arguments complémentaires du fabricant. Donc on peut venir présenter. On a aussi, comme ça avait été évoqué par Alexandre, beaucoup de supports visuels et d'explications de comment fonctionne la ventilation, parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu méconnu et il faut beaucoup de pédagogie. Oui, ils ont peur que cassiez les murs, les cloisons, pour passer la ventilation, des tuyaux partout. Exact. Ouais. C'est un vrai sujet. L'appartement devient. Bah non, mais c'est un vrai sujet. Alors il y a des bâtiments où parfois c'est fait parce qu'il n'y a pas du tout le choix et l'architecture du bâtiment n'est pas du tout utilisable, mais c'est de plus en plus rare qu'on n'ait pas de solution. On a beaucoup de toute façon, tout ce qui est après 1900, 1930, on a toujours des solutions. Et le fait d'être partenaire de la compagnie des architectes, ça nous ouvre beaucoup de nouveaux projets sur lesquels on peut apporter notre savoir-faire et notre compétence. Alexis, aussi, de la même manière, quand vous venez discuter avec les copropriétaires, parce que finalement, j'insiste un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est le sujet qu'il ne faut pas louper. Hein. Vous venez discuter avec les copropriétaires avant même l'AG, vous allez les rencontrer dans leur copropriété. Tout à fait. Et je rejoins. Hein, c'est le fait qu'une décision collective réussie, souvent, ça implique le syndic, le conseil syndical, les copropriétaires, avec parfois des groupes de travail élargis. Ça implique naturellement le bureau d'études, l'architecte, l'AMO et aussi parfois les exploitants. Par rapport au système de chauffage, nous, à GRDF, en effet, on accompagne régulièrement des conseils syndicaux en amont des AG pour expliciter un petit peu les scénarios du système de chauffage. Donc on peut apporter des études complémentaires et c'est pour ça, encore une fois, n'hésitez pas, toutes les personnes qui sont connectées, à solliciter GRDF, puisque on a une mission de service public et donc notre prestation est gratuite. On peut associer des ingénieurs en efficacité énergétique qui réalisent des études en complément, en partenariat avec les bureaux d'études, pour évoquer les différents scénarios. Et dans les scénarios, on peut voir la notion d'investissement, d'aide et aussi de reste à charge. Tout à l'heure, on évoquait, il y avait un nuage de points et sur les mots qui ressortaient, il y avait de la notion de reste à charge. Et je rejoins qu'aujourd'hui, les aides sont très fluctuantes et souvent, les copropriétés que l'on accompagne, eh bien, elles apprécient notre accompagnement puisqu'on peut aussi leur évoquer la notion de reste à charge finale pour le copropriétaire pour la rénovation du système de chauffage. Annette, les aides alors sont fluctuantes. Ça veut dire. Oui, non, c'est vrai que si on va dans le détail, il y a toujours des petits ajustements d'année en année, notamment sur le gaz et la prise en compte du remplacement d'une chaudière, par exemple, dans un projet de rénovation globale. Ça, c'est un petit peu des choses qu'on a vues. C'est la loi de finance, quand elle évolue, qui change les règles de. Oui, ou le règlement de l'ANA qui évolue en fonction aussi des contraintes européennes. Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Mais sinon, on est plutôt sur une continuité des aides, en tout cas en copropriété. Ma prime rêve copropriété existe depuis maintenant 4 ans, je crois. Oui. Et les C2E aussi. Donc, Pierre, on va continuer. On va parler un peu AMO. Ouais. Là, on a à peu près positionné le sujet. On a compris qu'il fallait vraiment travailler en amont pour que le jour J, ça se passe bien. Et donc, je retiens ce que vous proposez, Alexandre, c'est de dire qu'il faut une équipe motivée parce que ça va durer longtemps, qu'il ne soit pas d'ailleurs que le conseil syndical, parce que finalement, il faut qu'il soit sur ce sujet-là et exclusivement sur ce sujet-là, presque. Alors, l'AMO. L'AMO, assistant à maîtrise d'ouvrage, c'est ça? Assistant à maîtrise d'ouvrage, tout à fait. L'AMO, alors on peut peut-être détailler un peu quelle est sa mission, mais
Quand on avait préparé cette réunion, vous disiez c'est pas simple d'être AMO aussi parce que il faut, Ah non, c'est pas ça. commencer sa mission d'AMO avant même avoir été Nommé. désigné comme pour AMO. pouvoir, C'est-à-dire c'est pouvoir rare les répondre. métiers où on commence à travailler avant même. Alors, on s'est rendu compte au fil des dossiers qu'on a traités qu'on avait des problématiques avec différents intervenants. Quand on multiplie les intervenants, on a des blocages ou des incompréhensions entre, on va dire, l'AMO et l'auditeur, ou le maître d'œuvre et l'AMO, ou le maître d'œuvre qui ne comprend pas les contraintes de la rénovation énergétique. Donc nous, on a pris le parti, comme on avait les équipes en interne, d'avoir un seul interlocuteur qui va générer l'audit énergétique, comprendre, lire ce qu'est l'audit énergétique de la copropriété, d'avoir le montage opérationnel, on va dire, qui comprend les parties administratives, donc des subventions qui sont mobilisables, des financements qui sont mobilisables, et pour pouvoir l'expliquer aux copropriétaires. Et on peut montrer d'ailleurs un tableau là. Juste, on a la diapo 34, on a un tableau de subvention là pour que vous montriez ça. Alors, oui, ça c'est le tableau, on va dire, le plus... c'est un tableau simplifié qu'on a produit, mais qui permet de dire, voilà, on a un scénario qui va être choisi, par exemple, de 545 000 euros de rénovation sur quelques copropriétaires. On va avoir MaPrimeRénov' copropriété qui va représenter une somme de 140 000 euros, les C2E qui vont représenter 60 000 euros, des aides éventuellement complémentaires, comme on peut l'avoir en région. On travaille sur l'Île-de-France, mais aussi sur l'Eurométropole de Strasbourg, par exemple, où on a des aides qui sont importantes selon le type de rénovation que l'on fait si on va loin. On a un reste à charge copropriété. Alors, selon le nombre de copropriétaires, ça va représenter 17 000 euros pour Monsieur Durand. Mais si on présente 17 000 euros à Monsieur Durand, il les a pas forcément. Et même Ce que disait Alexandre tout à l'heure. donc, on ne peut pas s'arrêter là. Et quand je disais que l'État a bien fait les choses, c'est qu'il a élargi le système de l'éco-PTZ à la copropriété. Accéder à l'éco-PTZ, donc au prêt à taux zéro en copropriété, c'est accessible à tout le monde, quel que soit son âge. Donc, on a beaucoup de gens dans certaines copropriétés qui sont âgés, qui ont 80 ans, ils peuvent y accéder. Donc, c'est quand même un élément fondamental, et pour 20 ans. Ce qui permet de lisser, si vous voulez, la mensualité. Et nous, on en parle systématiquement. J'ai quelqu'un qui est spécialisé financier au sein de mon équipe, qui, elle, fait les montages pour pouvoir expliquer à chacun combien ça va lui coûter. À la fin, je veux dire, la mensualité des COPTZ, c'est 71 euros. On fait une évaluation des économies d'énergie qui sont évaluées en fonction de la rénovation que l'on a préconisée. Donc, en fait, si on a une rénovation performante, c'est bien une évaluation, parce que après, il faut faire des contrôles. Il y a d'autres sujets. Il y a d'autres sujets qui sont le contrôle de ce qu'on va réaliser. Mais en fait, l'audit énergétique, s'il est correctement réalisé, il sert aussi à pouvoir évaluer quelles sont les économies d'énergie. Et on peut dire qu'après la rénovation énergétique, les gens font, soit il y a un coût supplémentaire qui va représenter quelques dizaines d'euros, soit il y a une économie d'énergie. Dans ce cas-là, et nous, c'est notre objectif, c'est d'arriver à des économies d'énergie et de pouvoir proposer quelque chose qui soit cohérent. Et ça, ce tableau-là, si j'ai bien compris, il faut que les gens, les copropriétaires l'aient avant même l'AG, parce que pour comprendre comment ça fonctionne... C'est ça, c'est-à-dire qu'on va comprendre la mécanique, qu'on va expliquer souvent à plusieurs reprises. Il arrive même qu'on ait fait 2 réunions et qu'on ait la même question en assemblée générale, parce que les gens n'ont pas compris. C'est complexe, la rénovation énergétique. Mais ça, Pierre, ça vous le présentez alors même que vous n'êtes pas nommé dans votre... On a un audit énergétique qui a été réalisé, on a des valeurs, on sait combien à peu près va coûter la rénovation énergétique. En général, on alourdit pour ne pas avoir de mauvaises surprises. On sait s'il y a des éléments complémentaires comme des éléments structurels qu'il faut régler, et donc on va l'intégrer éventuellement dans le tableau des coûts, parce qu'il y a évidemment l'éco-PTZ, il y a le prêt en attente de subvention, et il y a le coproson qui est le crédit qui va permettre de pouvoir faire des travaux qui ne sont pas compris dans la rénovation énergétique. Donc
ce sont des éléments qu'un AMO connaît, mais que le maître d'œuvre ne comprend pas, parce que lui, il a sa vision, s'il fait que maîtrise d'œuvre, de dire, et je comprends Alexandre en disant, s'il y a des travaux structurels, il faut faire des travaux structurels, c'est une évidence. Donc, on a besoin d'avoir une vision complète et globale et de mettre en place un process qui permette aux copropriétés d'aboutir. Donc, et d'avoir un chemin qui leur dise, voilà, on va faire ça, et ça va être financé comme ceci et comme cela. Le fait de dire, on a alors là une économie ou un coût supplémentaire, mais sur 20 ans de 10, 20, 50 euros, 80 euros, ça rassure les gens parce que les 17 000 euros, ils sont aujourd'hui finançables. Qui ne prendrait pas un prêt à taux zéro sur 20 ans? Voilà, il faut l'expliquer en copropriété, mais tout le monde y a droit sans quasi aucune condition particulière parce que c'est un prêt proposé à la copropriété. On parlait de la caisse d'épargne tout à l'heure. Et effectivement, ils sont submergés de dossiers parce que pour ceux qui ont compris que ça marchait bien, les dossiers arrivent, quoi. Voilà. Alors, il y a une question, tiens d'ailleurs. Comment un AMO peut remplir son rôle d'AMO, représenter le maître d'ouvrage et représenter ses intérêts si celui-ci est intégré côté équipe technique? Oui, alors effectivement, vous voyez, la question c'est comment est-ce qu'il assure la représentation correcte du maître d'ouvrage? Ouais, c'est-à-dire que l'AMO n'est... Il y a un problème entre la maîtrise d'œuvre et l'AMO, on va dire qu'il y a un problème, mais plutôt pour les marchés publics. On n'a pas de problématique ou d'interdiction particulière entre l'AMO et la maîtrise d'œuvre sur les marchés privés. Donc, en copropriété, a priori, on est en marché privé. C'est sûr que le fait d'avoir chez nous des gens qui font la partie technique, la conception et le suivi travaux, nous permet d'anticiper les problématiques dès l'audit énergétique. C'est-à-dire qu'on a une vision dès l'audit énergétique de ce que vont pouvoir donner les travaux et on ne rêve pas. On parlait quand on est dans le centre de Paris, on sait très bien qu'on va avoir une problématique sur les façades et qu'on va avoir une problématique sur le nombre de mètres carrés perdus si on fait de l'isolation intérieure. Donc les gens ne vont pas forcément avoir envie de faire une rénovation énergétique d'ampleur qui passe d'abord par l'isolation, avant la production de chauffage, donc ils ne vont pas aller vers ça. Mais on a besoin de le voir parce qu'on voit des audits, des fois, j'interviens en tant que soit AMO, soit en tant que maître d'œuvre, où je vois des audits où je me dis, mais ils ont décidé ça, mais c'est pas réalisable. Et quand vous allez en copropriété pour expliquer, attendez, on a repris l'audit et puis soit il y a des erreurs, soit il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir faire, ou en tous les cas, on nous explique les conséquences de ce que vous avez choisi ou de ce vers quoi vous vous dirigez, ça devient compliqué en assemblée générale, quoi. Oui, donc ça a dû être travaillé en amont. Alexandre, vous voulez réagir, mais on revient vous, bien sûr. Oui, en fait, je vais réagir et surtout revenir sur mon calendrier, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, l'AMO peut travailler, entre guillemets, gratuit, mais en fait, on le fait tous par défaut à la conclusion de notre DTG, PPT, DPE. C'est un travail commun. Parce que si je reviens sur le calendrier, en fait, comment ça se passe? Vous avez une première assemblée générale qui décide qu'un maître d'œuvre ou un BE, un bureau d'études techniques, va faire un diagnostic de l'immeuble pour conclure sur un DTG, un PPT ou un DPE. Bon. Ça, c'est présenté en AG. Lors de cette deuxième AG, en général, vous concluez soit sur le vote du PPT, soit sur le projet de missionnement d'une équipe de maîtrise d'œuvre vers le projet de rénovation énergétique. Et à côté de ce missionnement d'un maître d'œuvre, architecte, si possible, de la compagnie, vous avez un AMO financier, oui, non mais c'est comme ça que ça se passe, qui vient accompagner le maître d'œuvre et qui commence à travailler pour de vrai, entre guillemets. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est obligatoire. Pour aller chercher, là je pense que l'APC confirmera tout à l'heure, mais en fait, ils ne travaillent pas gratuit parce qu'ils savent que derrière, ils auront du boulot, puisque c'est obligatoire de passer par un AMO financier pour aller chercher les primes de l'ANA. Ouais. Donc forcément, il n'y a pas du tout de conflit possible. Il y a un investissement. Il y a un investissement de départ, il y a une mise de départ, mais qui se fait au travers de la mission diagnostic globale, et après, vous avez voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est calculé. Et je reviens sur le mot que vous avez prononcé tout à l'heure, Xavier. Vous avez dit il faut travailler exclusivement. Non, mais vous avez dit ce mot qui est assez intéressant, exclusivement. Et je pense que c'est valable aussi pour l'Assemblée générale de travaux. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une Assemblée générale ordinaire pour parler d'un projet de rénovation énergétique. On fait une Assemblée générale spéciale ou extraordinaire
qui n'est dédié qu'à ça. Eh oui, parce que c'est un sujet qui est tellement... C'est tellement énorme que oui, il faut On ne peut pas parler du local vélo en même temps qu'on va parler de la rénovation des copropriétés. Voilà. Donc, il y a une question là qui est posée. Tiens, Pierre, copropriétaire, il y a plein de questions qui tombent. Je ne vais pas pouvoir toutes les poser. Le problème, c'est d'avancer les fonds. Parce qu'effectivement, là, vous présentez, c'est-à-dire les 18 € par mois, mais il faut financer les travaux quand même. On va dire les entreprises ne vont pas attendre que... Et dans nos prévisionnels, effectivement, les frais d'ingénierie, notamment, donc les frais d'ingénierie. Là, on parle de fonds, excusez-moi, je voulais pas être... On parle de fonds de manière globale, tous travaux confondus, c'est-à-dire financer les travaux, les 17 000 € global par logement. Moi, j'ai bien compris ce que c'est la question que vous avez posée. J'ai bien compris la question que vous avez posée. Donc, on ne démarre pas de travaux si on n'a pas 100% des fonds pour pouvoir payer les entreprises. Eh oui. Donc, et c'est, comme le disait Alexandre, la problématique notamment avec la Caisse d'épargne, qui a un peu de délai pour pouvoir sortir les offres de crédit et pour pouvoir financer. Nous, évidemment, on n'engage aucune entreprise. Enfin, c'est pas nous qui les engageons, c'est le syndic qui signe les marchés. Mais je veux dire, on ne va pas y aller tant que l'ensemble des fonds ne sont pas disponibles pour pouvoir payer les entreprises. Parce que autant on peut être exigeant avec une entreprise, autant il faut pouvoir les payer à la fin. Ça me paraît... l'archi aussi d'ailleurs. Mais les frais d'ingénierie, effectivement, on doit on va dire l'architecte, le bureau d'études, l'AMO, le syndic éventuellement qui a travaillé aussi, l'huissier qui doit venir pour constater avant les travaux si on intervient en mitoyenneté, par exemple, qu'on ne va pas avoir de problématique. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Le diagnostic amiante, avant travaux et plomb. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui doivent être préfinancées. Et donc ça, on le prévoit. Ce sont les frais d'ingénierie qui sont des sommes importantes, mais qui représentent une petite partie de l'ensemble. C'est quoi en pourcentage, il faut dire? C'est 10%, 15%? Puis entre 15 et 20%. Ouais, voilà. Donc, les copropriétaires le sachent, c'est que il faut qu'ils aient cette somme. Mais on le leur présente, parce que c'est un élément fondamental. Alors ça représente, on va dire, sur le reste à charge qu'on a vu de 17 000 € là précédemment, peut-être que ça va représenter 4 à 5 000 € par copropriétaire de frais d'ingénierie. On les appelle comme ça. Et on va leur expliquer qu'il faut les préfinancer ou les financer. En tous les cas, ils doivent payer, et qu'ensuite, à travers les financements, ils vont les récupérer. Charge à eux de rembourser ou d'avoir un prêt à tous. Et Annette, il n'y a pas d'instituts financiers là, qui permettent d'aider les copropriétaires pour avoir avancé cet argent d'ingénierie? On parle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. De manière globale, toute l'ingénierie en avant, il y a le bureau d'études, architectes, que les copropriétaires vont engager des études que pourraient faire, j'imagine, des fois des entreprises devraient faire des études. Parce qu'en effet, c'est des financements différents de l'assistant à maîtrise d'ouvrage, mais en effet, ça tombe toujours une fois les prestations réalisées. Donc là, il y a quand même, il faut être au courant pour les copropriétaires. Il y a peut-être un petit peu il faut amorcer un peu la pompe. Il faut amorcer la pompe et il faut les prévenir, parce que quand on leur explique qu'il y a un financement global, etc., il faut quand même bien leur expliquer qu'avant... le syndic va faire des appels de fonds qui sont pour certains conséquents et il va falloir payer pour pouvoir ensuite récupérer et pouvoir faire à un moindre coût la rénovation énergétique. Donc ça fait partie du travail préparatoire avec le conseil syndical et éventuellement avec l'ensemble des copropriétaires pour pouvoir les informer correctement en leur disant voilà à quoi ça ressemble. Ce qui va les intéresser, et on le voit après les explications techniques, évidemment, c'est leur mensualité, c'est que le reste à charge. Et c'est l'élément fondamental pour pouvoir comprendre s'ils vont y aller ou pas. D'où l'intérêt d'avoir un bon AMO. L'intérêt d'avoir un très bon AMO pour les accompagner. Et d'avoir un bon maître d'œuvre aussi, pour les apprennent des impératifs techniques. On parle gros sous Feriel, on parle d'argent, vous avez compris. Là, donc on va vous donner un peu le micro. Parce que effectivement, je crois que dans les projets aussi, ce que vous faites différents types de niveaux de projets. D'ailleurs, on a une petite diapo à montrer pour le public.
On avait dit qu'on limitait tant que faire se peut les diapos, et vous avez respecté cette règle-là parce que vous n'en avez mis qu'une seule. Donc on va l'afficher. Effectivement, on peut avoir des projets ambitieux ou moins ambitieux. Alors, ça va être un petit récap de tout ce qu'on a dit juste avant. Hein. Alors, nous, Elio, on va évaluer le besoin de la copropriété. Donc, soit ils font du coup un DPE et un projet de plan pluriannuel de travaux. Hein. Alors, le PPT, qu'est-ce que c'est aussi? Parce qu'on ne l'a pas vraiment expliqué. Hein. C'est un planning prévisionnel de travaux sur 10 ans. Ouais. D'accord. Et on pourrait faire une conférence presque sur le PPT aussi. Hein, mais si, oui, c'est pour ça. Et l'audit énergétique, donc voilà, c'est un petit récap. Hein. Du coup, après l'audit énergétique, on va proposer plusieurs scénarios. On peut en avoir 2, 3. C'est ce dont je vous interrogeais là, sur ce sujet. Exactement. Donc là, il peut y avoir plus ou moins ambitieux. C'est ça. Ça serait alors du coup le premier, le souhait du client. Ouais. Donc du coup, parce qu'on a fait des réunions intermédiaires quand on a fait le DTG. Le deuxième scénario, ça serait du coup plus de 35% de gain énergétique. Et le troisième, plus de 50% de gain énergétique. Donc grosso modo, on propose 3 scénarios. Et on est là du coup pour aider la copropriété à choisir le scénario qui est assez cohérent avec leur projet. Voilà, mais justement, Feriel, vous allez aux assemblées générales finalement. Alors oui et non, ça dépend, mais par exemple, je vais présenter l'étude financière du coup qui est faite après le DTG. Oui. Voilà, donc ça je le présente. Donc c'est une estimation. Oui. Alors soit en AG, soit en visio, soit en réunion intermédiaire. C'est préparatoire. C'est quand ils veulent. Ouais. On est disponible pour eux. Et qu'est-ce que finalement les copropriétaires, quand ils sont face à vous, face à votre étude, c'est quoi les questions qu'ils vous posent le plus souvent? Souvent ils sont pas d'accord avec ce que le bureau d'études a fait. Parce que ça arrive. Donc, mais pourquoi ils ne sont pas d'accord? C'est-à-dire sur l'aspect financier ou sur l'aspect... Non, sur l'aspect technique. Ouais. Des fois, ils sont pas d'accord. Ils se disent qu'il n'y a pas de travaux à faire ici, que c'est complètement incohérent avec la copropriété. Donc, du coup, on essaye de... C'est vrai, non? C'est de l'intérêt d'avoir un seul interlocuteur. Parce qu'effectivement, quand on a plusieurs interlocuteurs... Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'audit peut être en contradiction avec la réalité du bâtiment et les possibilités de rénovation énergétique. Donc les copropriétaires vous le disent mais attendez, à quoi ça sert? Et là, si vous n'avez pas bossé votre sujet... le bureau d'études... Vous voulez dire l'audit n'est pas vraiment en phase avec les travaux vous faites un audit énergétique sur une façade haussmannienne et puis vous dites que vous allez faire de la rénovation, que vous allez faire une isolation extérieure. Alors je n'ai pas vu, mais on m'en a parlé. Ouais. C'est juste un délire. Mais on peut dire, alors c'est l'audit qui peut être mal réalisé dans certains cas. C'est ça, Feriel, que vous voulez dire? Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, du coup, on essaye de discuter et de communiquer avec le syndic. Mais après, voilà, après tout s'arrange. Hein. Quand tout se passe bien, du coup, on propose, vu que nous, Elio, on a plusieurs partenaires, on va proposer du coup des AMO, des maîtres d'œuvre. S'ils veulent pas du tout faire une rénovation globale, du coup, nous, on va proposer des travaux poste par poste, parce qu'il y a quand même des C2E qui sont intégrés. Voilà, on peut avoir des aides. Des certificats d'économie d'énergie, exactement. Poste par poste. Poste par poste, voilà. S'ils veulent vraiment pas faire une rénovation globale, c'est ce qu'on peut proposer. C'est ce qu'on peut proposer. Pas d'accord sur non, mais c'est vrai, des fois. Bien sûr, c'est possible aussi, c'est juste que c'est pas souhaitable, quoi. Exactement. Nous, on valorise le fait de faire une rénovation globale, mais après voilà, faut pas les obliger. Donc, c'est une deuxième solution. Oui. Donc il peut y avoir, j'entends, un décalage entre ce que l'audit et la réalité du terrain. Donc vous arrivez, vous découvrez cette situation. Mais vous, ce qui débloque les choses, c'est vous sentez que ce sont les aides qui vont débloquer la situation? Non, pas forcément les aides. C'est vraiment c'est vraiment le diagnostic du bâtiment. Si on doit prioriser des travaux sécuritaires comme la ventilation ou les balcons, hein, souvent sur Paris. On leur dit que c'est vraiment nécessaire de faire une rénovation globale. Et puis en fait, faire poste par poste, on leur dit que les C2E, c'est OK, il y a des aides, mais c'est pas assez gros par rapport à MaPrimeRénov', par exemple. On peut faire une rénovation globale d'un coup, et là, on peut avoir des aides beaucoup plus importantes.
Au niveau du montant des aides qu'on peut avoir au global sur une copropriété, en moyenne, vous avez... Ça varie, mais entre 45 et 60%, je dirais. Oui, sur des copros qui sont complètement avec des grosses rénovations. Alors je vois Alexandre. Ouais, 45 minimum. Alors on peut en avoir, mais et on en a. Moi j'en ai une qui est très très aidée sur Bagnolet, mais en l'occurrence c'est un bâtiment en péril avec 900 000 euros de micro-pieux à faire, hein, donc on est loin de la rénovation énergétique. Première base de la mission qui m'avait été confiée, étudier un ravalement. Au bout de je pense que les copros regardent ton émission, donc votre émission, excuse-moi. Ils se reconnaîtront. Une fois que je suis rentré, je suis sorti de l'IMEP, j'aurais dit on fait des études de géotechnique et maintenant c'est 900 000 euros de travaux à faire. Et peut-être que si Paris Grand Est nous donne un peu d'argent, on fera quelque chose. Et là, on est loin de la mission. Et là, ils sont aidés, effectivement. Alors, c'est des situations complexes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un arrêté de péril, il y a la mairie qui influe, il y a l'ANA, il y a les copains de chez Solia qui sont là. C'est très compliqué à gérer sur le plan financier. Et ils sont aidés à 80 ou 85%. Ah oui, bon, là, c'est une situation un peu... Et c'est particulier. Non, mais ça répond à ce que vous dites. Après, sur l'aide à la copropriété, et comment... C'est particulier parce qu'en fait, on parle de pourcentage alors qu'il y a des chiffres référents. La prime rénov, c'est un montant par logement. Voilà. Et puis après, il y a des aides individuelles. Donc on peut pas vraiment parler comme ça dans le entre guillemets à la louche des copropriétés. On sait qu'il y a un tronc commun au travers de ma prime rénov et de RP+. Et après, derrière, vous avez des aides individuelles selon que Monsieur Durand, il a une grosse retraite ou que Madame Michu, elle en a pas. Quoi. Ouais. On est limité, quoi qu'il en soit, à 80% par fois. C'est-à-dire que c'est l'écrêtement global du montant des subventions. Ouais. Et quand on les additionne, notamment sur l'Eurométropole de Strasbourg, si on fait les choses correctement et qu'elles ont été correctement anticipées, on peut monter à des sommes importantes pour les grosses copropriétés, on va dire. Pour les petites, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, il y a des plafonds individuels par aide par logement et donc elles sont un peu défavorisées, même si il y a eu un changement de braquet pour les petites copropriétés de moins de 20 lots l'année dernière. Voilà, je voyais des questions. Merci Pierre. On va continuer avec vous, Annette. Je voyais des questions qui disent est-ce qu'on pourrait avoir les coordonnées des intervenants. Bon, en fin de conférence, on vous passe les slides parce qu'ils vous avez fait un travail magnifique. On ne vous présente pas toutes les diapos, mais il y a plein de diapos techniques qui sont en plus. On vous les enverra en fin de conférence. Aujourd'hui, on vous présente juste quelques diapos. Annette, voilà, on voit qu'on est dans un parcours, on ne va pas vous oublier sur cette table-là non plus complètement, on voit qu'on est dans un parcours qui peut être long, complexe, et donc quel rôle jouez-vous, vous, APC, pour éviter que ça s'enlise, parce que il y a un risque quand même que ce projet s'enlise, parce qu'il y a des questions techniques, des questions financières. Oui, alors, on va dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plusieurs AG stratégiques dans le projet. Là, on a beaucoup parlé de financement et qui va surtout avoir son importance au moment du vote des travaux, donc plutôt la dernière AG du projet. Après, nous, il y a une autre AG qui est vraiment stratégique, c'est celle du passage entre le diagnostic et la maîtrise d'œuvre, où, d'après les chiffres qu'on a, on est à peu près sur une copropriété sur 3 qui réalise un DTG et qui va passer en maîtrise d'œuvre dans les 6 mois après la fin de son DTG. Donc il y a un enjeu à vraiment convaincre et rassurer en fait les copropriétés sur la possibilité de faire une rénovation globale dans leur bâtiment. Et donc là, les conseillers coach copro de l'Agence parisienne du climat pour Paris sont vraiment là pour lever en fait toutes les inquiétudes restantes s'il y en a à la fin de ce DTG. Et donc bien anticiper cet AG. Et donc pour ça, il faut que le conseiller ait bien été tenu informé en fait de l'avancement du projet pour qu'il puisse arriver en appui à la fois du syndic et du conseil syndical pour la recherche de devis si il souhaite mettre en concurrence l'équipe qui a fait le DTG pour ensuite réaliser la conception du projet. Aider le syndic aussi à préparer sa convocation. Donc nous, on a des résolutions type en fait pour voter une maîtrise d'œuvre et une assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis après, si je reviens un peu en arrière, il y a vraiment toute une pédagogie à faire
même avant en fait la réalisation du diagnostic. Et les conseillers sont vraiment là pour apporter une expertise à la fois technique, juridique, financière sur la rénovation, avec tous les outils qu'on a à notre disposition sur Coach CoPro. Ouais, justement, il y a une question, c'est quoi les outils à la disposition des copropriétaires? Alors déjà, ce qui va être pas mal utile, c'est la carte des copropriétés rénovées, qui est une carte nationale qui permet de consulter des projets de rénovation réalisés. Et sur chaque fiche de projet, on va voir le détail des financements obtenus, des acteurs intervenus sur les projets, un descriptif aussi des étapes qui ont conduit à la réalisation du projet et des travaux réalisés. Donc ça, c'est très consulté et ça permet de filtrer en fait par typologie de bâti, par travaux réalisés, les projets qui nous intéressent. Donc ça permet aux copropriétés de se projeter un petit peu en trouvant des copropriétés similaires à la leur qui ont fait des travaux. Après, on va aussi avoir un annuaire de professionnels dont je m'occupe. L'idée, ça va être qu'ils puissent avoir connaissance des professionnels sur le marché, des références de ces professionnels aussi. Donc, ça met en relation avec les fiches de copropriété. Voilà, et puis après, nous, on a toute notre série d'événementiels, en fait, donc, notamment des webinaires thématiques sur un peu tous les sujets qu'on a pu déjà évoquer aujourd'hui. Qu'on peut suivre soit en direct comme aujourd'hui, soit en replay sur notre chaîne YouTube. Et voilà, l'idée c'est que les copropriétaires aient accès à l'information. Une source de contenu importante. Est-ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, mais bon, c'est un autre sujet, s'ils se servent de l'intelligence artificielle aussi, vous savez, pour Bonne question, peut-être qu'à un moment on aura une baisse du demande de questions, je sais pas, mais on en reçoit encore beaucoup et c'est vrai que ce serait dommage de se priver d'un service public qui est là pour conseiller, qui peut venir en appui certifié en plus. Oui, voilà, et documenter. On continue avec vous, Alexis. Il y a plein de questions sur la chaudière, hein, sur le chauffage. Alexis, vous avez 2 cas à nous présenter, on va les regarder maintenant. 2 cas concrets pour rentrer dans des solutions. Hein, tout à fait. Oui, une rénovation d'une chaudière individuelle et une PAC hybride, pompe à chaleur. Exactement. Hybride collective. Hein, donc là, c'est ça. En fait, il faut se souvenir qu'aujourd'hui, les logements qui sont au gaz, à peu près la moitié sont en chaudière individuelle, l'autre moitié sont en chaudière collective. Et il y a des solutions pour rénover chacun de ces logements. Alors là, par exemple, on voit une présentation avec un peu toutes les configurations qu'on peut retrouver, des chaudières collectives avec des conduits de fumée. Ce qui est à retenir, on va le voir par la suite, c'est que quand on rénove un système de chauffage, eh bien, il faut penser à rénover le système de chauffage en lui-même, la chaudière collective ou la chaudière individuelle, et également les conduits de fumée. Donc, on peut passer sur la slide suivante pour illustrer déjà, là, on rappelle les grands avantages que j'ai pu évoquer au départ sur pourquoi choisir le gaz, économie d'énergie, atteinte d'un meilleur DPE et choix du gaz vert. Donc ça, c'est pour un peu restituer le pourquoi du système gaz. Et si on va sur la slide suivante, eh bien, sur la partie chaudière individuelle, eh bien, aujourd'hui, il y a 3,4 millions de chaudières individuelles en copropriété. Et certaines sont raccordées à un conduit de fumée individuel et d'autres sur un conduit de fumée collectif. L'individuel, c'est quand on voit... Je parle pour vous connaissez, c'est quand on voit toutes les cheminées qui sortent Exactement. Sur un immeuble, il y a plein de cheminées différentes, c'est ça? Exactement, ouais. C'est ça. Et là où on va... le cas qu'on va présenter, c'est lorsqu'on a dû accompagner la rénovation d'un conduit de fumée collectif, puisque la prise de décision, forcément, elle est un peu plus, on va dire, complexe, puisqu'il faut... mettre autour de la table l'ensemble des copropriétaires qui sont concernés par ce même conduit de fumée collectif. Et la prise de décision, elle se fait en assemblée générale. Donc, la valeur ajoutée de GRDF, c'est bien d'apporter de la pédagogie. On a des livres blancs, on peut aussi apporter un appui technique ou financier sur la partie études pour faciliter le vote en AG. Sur la slide suivante,
voilà, on voit un peu ce que vous disiez hein, ici, quand on est sur des chaudières individuelles, pour un peu savoir si dans quelle configuration on se retrouve. On peut être soit avec des conduits individuels que vous voyez sur la gauche, en bas à gauche, avec des sorties en immeuble assez remarquables. Ensuite, soit des conduits collectifs type Chartres ou Alsace, ou des conduits un peu plus récents de type VMC notamment, ou 3CE de tirage naturel. Cette distinction, elle peut se faire soit avec l'exploitant, le SAViste, ça peut se faire aussi avec GRDF. Voilà. On peut déjà poser un premier regard sur dans quelle situation on se retrouve. Et ça concerne aussi Thomas et VTMI aussi. Peut-être Thomas, prenez le micro parce que effectivement, il y a les fumées de combustion, si j'ai bien compris, et puis il y a l'air, l'extraction de l'air de l'appartement. Tout à fait. En fait, nous, on a la contrainte quand il y a des chaudières de type atmosphérique, donc qui vont extraire l'air ambiant, qui vont se servir de l'air ambiant du logement pour justement alimenter la flamme et la production d'eau chaude ou de chauffage en fonction du type de chaudière que ça va être. Et en l'occurrence, en gros, si elles sont modifiées, celles-ci, donc si elles ne sont pas modifiées, on a des moyens techniques aujourd'hui chez VTI de les traiter, de les conserver comme telles. Donc j'ai un exemple que je pourrais présenter après justement. Et si jamais elles passent, comme ça a été expliqué juste avant, en chaudière étanche, si jamais on a ce conduit-là, par exemple, qui est utilisé pour faire l'extraction des gaz brûlés et l'amener d'air des gaz brûlés, on a parfois plus de conduits de ventilation pour faire la ventilation des logements. Donc, c'est des projets qu'on construit et sur lesquels il faut prendre en compte le fait qu'il faut qu'on garde des conduits de ventilation ou des conduits de fumée pour traiter la ventilation des logements. Oui, donc vous devez travailler de concert tous les deux pour trouver la bonne solution pour le chauffage et pour l'air du logement. Oui. Et c'est le cas. De toute façon, on se croise assez souvent sur des sites, on travaille ensemble et puis après, c'est souvent sous la coupe d'un architecte ou du bureau d'études qui va piloter les choix et les possibilités. Alors, on revient à vos diapos là. Oui. Ensuite, il y avait une autre diapo. Exactement. Donc là, une illustration avec sur une copropriété en Vendée, où là, GRDF a accompagné cette rénovation. Donc c'était la rénovation de 24 chaudières individuelles, où l'interlocuteur de GRDF a pu expliquer la démarche au syndic. Le syndic a apprécié cet accompagnement humain, technique et aussi financier, parce qu'on a contribué financièrement à la prise en charge de 50% de l'étude. Et le bureau d'études, en l'occurrence, eh bien, il a pu proposer une solution qui a constitué à individualiser les conduites fumées, donc de passer des conduites fumées individuelles au sein d'un conduit de fumée qui était de type Chartres, historiquement. Donc chacun, là, vous passez plusieurs tuyaux, c'est ça, dans le même conduit, et ça vous y arrivez sans difficulté? C'est comment sans difficulté, en tout cas, c'est la réussite des installateurs qui, en effet, peuvent passer entre 6 à 8 tuyaux dans un même conduit de fumée. Voilà, donc ça, c'est une illustration sur la partie individuelle. Et sur la partie collective, on peut passer sur la suite. J'ai vu qu'il y avait une question sur la notion de pompe à chaleur hybride. Et là, justement, on va évoquer la notion d'hybridation. Alors, une pompe à chaleur hybride, qu'est-ce que c'est? C'est associer une pompe à chaleur et une chaudière gaz ensemble, avec en plus un petit module de pilotage qui permet un peu d'arbitrer entre l'une ou l'autre solution selon la température extérieure. On sait qu'une pompe à chaleur, c'est performant lorsque les températures ne sont pas trop basses. Souvent, on va dire, l'efficacité d'une pompe à chaleur, elle est optimale lorsque on est au-delà de 5 degrés. En dessous de 5 degrés, eh bien, sa performance est un peu moindre. Et donc l'idée, c'est que... Parce qu'il faut trouver des calories chaudes, donc c'est vrai quand il fait froid, il y a une difficulté à trouver des calories chaudes. Et tout à fait. Et donc c'est vrai que la pompe à chaleur peut présenter un intérêt pour choisir finalement la meilleure des solutions selon la température extérieure. Ici, pour le cas présent, on a une hybridation un peu particulière
puisque là, pour le coup, on a hybridé, parce que c'est aussi l'avantage de l'hybridation, c'est qu'on peut choisir un peu qu'est-ce qui convient le mieux à la copropriété. Ici, on a choisi de passer l'eau chaude sanitaire en pompe à chaleur et le chauffage en chaudière gaz, en remplacement d'une chaudière fuel. Donc, on a hybridé finalement par usage. Et donc, premier enjeu, économie d'énergie, valorisation du patrimoine, répondre aux contraintes réglementaires et maintenir le confort. Donc ça, c'est les besoins initiaux de la copropriété. Et le choix technique qui a été fait, ça a été, comme je l'ai évoqué, de passer sur une pompe à chaleur pour la partie eau chaude sanitaire et avec un appoint électrique. Et pour la partie chauffage, eh bien, on remplace la chaudière fuel par une chaudière à condensation gaz qui permet 20-30% d'économie d'énergie sur la partie chauffage. Cette pompe à chaleur, là, elle se met sur le toit de l'immeuble. Où est-ce qu'elle se met? Parce que ça, on parle souvent d'espace, de contraintes aussi en termes de bruit. Il faut maîtriser tout ça. Tout à fait. Ça se décide avec l'architecte ou avec le bureau d'études pour identifier l'endroit le plus intéressant. Le plus intéressant pour le module extérieur de la pompe à chaleur. Et c'est vrai que généralement en hybridation, aussi l'avantage, c'est que le module extérieur est plus petit et donc plus facile. Ça occasionne moins de bruit et plus facile à placer justement soit en terrasse, soit à côté de la copropriété. Mais c'est aussi un des avantages de la pompe à chaleur hybride, c'est qu'on a un module extérieur de la PAC un peu plus petit. En termes de REX, eh bien, on voit avec un système de retour d'expérience. Alors là, bien sûr, ce gain d'étiquette, il est dû à la rénovation globale. Et c'est aussi ce qui a été évoqué là lors de l'intervention avec l'APC, c'est bien sûr, on prône la rénovation globale. Donc un tel gain d'étiquette, il a été permis parce que on a rénové, l'enveloppe a été rénovée et aussi le système de chauffage a été rénové grâce à la pompe à chaleur hybride. Voilà, donc un joli gain d'étiquette qui démontre que la rénovation en copro, en copropriété, permet une belle économie d'énergie. Alors justement, il y a une question, là, je vous la pose à toutes et tous, c'est d'un copropriétaire qui dit qu'est-ce qui prouve que le résultat énergétique va être atteint? Parce que là, effectivement, c'est pour postuler un peu, Alexis, on fait des calculs, on présente des belles étiquettes, mais en termes de résultats, Pierre, vous allez sur les copros après pour constater que les économies sont bien présentes. Alors, pour pouvoir le valider, il n'y a qu'un seul outil aujourd'hui sur lequel on travaille, mais qu'on n'a pas encore complètement mis en place, qui s'appelle le contrat de performance énergétique. C'est-à-dire que quand on fait un audit énergétique, on travaille avec un moteur de calcul qui a été mis en place par l'État, qui est le 3CL. Aujourd'hui, on avait un autre moteur de calcul avant qui était le THCEX. Maintenant, on est avec le 3CL. Et c'est sur cette base-là, on va dire avec... théorique, finalement. Théorique, absolument. Qu'on évalue la performance énergétique. Pour pouvoir la contrôler réellement, il n'y a qu'un contrôle postérieur avec des outils spécifiques qui permettraient de dire, on avait prévu de faire telle économie, on y est. Pourquoi il faut des outils particuliers? Parce qu'en fait, d'une année sur l'autre, vous n'avez pas les mêmes températures, vous n'avez pas les mêmes utilisations de la part des occupants des immeubles, et donc c'est complexe à mettre en place. C'est possible, mais ça demande un travail complémentaire très important. Oui, parce que j'imagine, Alexandre, là, je vois bien les copropriétaires qui en AG ou en réunion préparatoire qui vont dire c'est bien beau vos calculs, tout ça reste théorique, et moi les économies, je vais pas les retrouver pour de vrai. Est-ce que c'est des objections que vous avez souvent? Alors, c'est pas spécialement des objections, mais oui, c'est des remarques et c'est parfois des discours un peu véhéments sur le fait qu'on ne peut pas aller contrôler, vérifier. Alors, comme on l'a dit, on peut le faire, mais il faut mettre des indicateurs, il faut partir d'un point de départ initial, prendre des mesures, et après, là, ça dépasse le travail de l'architecte. Moi, je suis qu'un petit archi de copro, je sais pas, à un moment, je suis assez limité dans l'évaluation des consommations, quand on a 18 degrés dehors, quand on en a 15, 27, voilà, ça c'est... Mais bon, ça peut se faire. On a des retours d'expérience qui confirment quand même qu'on a des réductions qui sont, si ce n'est proches des chiffres, vraiment pas tellement éloignés.
Donc ça, voilà, on a même des témoignages, parce que vous en avez ici aussi. À l'APC, vous en faites. GRDF, Alexis, tu viens de le montrer. Bon, voilà, ça se fait. Annette, vous avez des retours d'expérience, là, vous faites des études là-dessus sur oui. ce qui avait été projeté. On se sert d'exemple d'Alexis, ce qui avait été projeté, ce qui est la réalité. Oui, on a plusieurs études qui sont à disposition sur notre site internet, notamment une qui a été faite avec l'APUR, qui est venue mesurer en fait l'atelier parisien d'urbanisme, une structure aussi liée à la ville de Paris et qui réalise des études. Et donc sur justement les copropriétés qui ont fait leur rénovation, qu'en est-il de leur consommation et par rapport à ce qui avait été projeté. Donc il y a toujours des écarts. On remarque aussi qu'il y a plus d'écarts en copropriété que dans l'habitat social. Donc ça peut s'expliquer différemment, mais peut-être parce que les consommations sont moins surveillées et moins organisées, on va dire, en copropriété. L'écart entre ce qui était projeté et ce qui est... Oui, c'est ça. En fait, s'il n'y a pas derrière une réflexion sur les usages du bâtiment, en effet, on n'aurait pas la consommation qui avait été projetée, enfin l'économie qui avait été projetée. Et sinon aussi, il y a tout un travail de pédagogie à faire sur les méthodes de calcul, puisque la consommation qu'on voyait et avec le saut d'étiquette a été fait avec une méthode 3CL, donc sans rentrer trop dans le détail, c'est une méthode conventionnelle, donc avec des réglementations, enfin c'est fixé, le cadre est établi et on ne peut pas personnaliser en fait par bâtiment trop dans le détail. Et donc après, il y a d'autres méthodes qui existent mais qui sont moins utilisées, donc la THCX, des méthodes comportementales et qui peuvent être mobilisées par des copropriétés qui veulent justement avoir une analyse fine de leur bâtiment. Alors, on continue avec vous, Alexis, là, pour finir. Je crois que vous avez une ou deux diapos à nous montrer. Oui. On était donc là, on est passé en étiquette B et ensuite... on a, voilà, Oui, alors là exactement. Donc là, c'est les différentes formes d'hybridation possibles. Hein. On peut hybrider une chaudière gaz aussi bien avec une pompe à chaleur, ce qui est aujourd'hui le plus connu, mais on peut aussi hybrider avec des panneaux solaires ou avec une chaudière bois. Et systématiquement, vous avez à gauche, vous avez la chaudière gaz, à droite, vous avez la solution avec laquelle on peut hybrider. Au milieu, vous avez un petit module de pilotage, et systématiquement, eh bien, ce module de pilotage vient arbitrer la meilleure énergie au meilleur moment. Si les téléspectateurs souhaitent en voir une vidéo témoignage, on en a sorti une récemment à Amiens, d'une jolie copropriété qui a choisi une hybridation avec une pompe à chaleur. Et voilà, je vous invite à consulter cette vidéo qui, en quelques minutes, présente un projet complet de l'étude jusqu'au vote en AG et jusqu'à l'installation. Voilà, qui est une petite carte qu'on laissera au public. Oui, voilà, c'est par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que vraiment GRDF est présent sur l'ensemble du territoire. On a des ressources avec des livres blancs, aussi bien chaudière individuelle, chaudière collective. Et dans cette mission de service public, eh bien, on est à disposition à la fois des copropriétés, mais aussi, bien sûr, des AMO, des bureaux d'études, pour accompagner et faciliter le vote en AG. Et donc, aujourd'hui, on accompagne plusieurs centaines de projets par an. L'objectif, eh bien, c'est que ça se poursuive et que ça s'amplifie. Une question, tiens, individualiser les frais de chauffage, est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que ça peut aider à réduire les consommations ? Alors, je ne suis pas forcément expert dans les gestions des escalages, mais c'est obligatoire. Ouais. Mais après, il y a aujourd'hui, à ma connaissance, c'est obligatoire. Ouais. Mais il n'y a pas de sanction et c'est pour ça que ça met un peu de temps. Mais il y a bien une notion d'obligation liée à l'organisation des frais. Spécialiste, Pierre. Alors. Oui, ça fait un certain temps que j'ai rempli le métier de syndic. Ce serait un syndic de répondre, mais il me semble effectivement que c'est obligatoire. Maintenant, c'est à la bonne volonté de l'ensemble des copropriétés, dans la mesure où l'individualisation a un coût, que ça demande des compteurs, des relevés de compteurs et des calculs. Donc voilà, il y a des copropriétés, on va dire la majeure partie des copropriétés, surtout celles au-delà des petites copropriétés qui le font quasi systématiquement, et ça permet d'avoir un relevé, sachant que ce relevé, en fonction des outils utilisés, n'est pas forcément ultra précis.
Ensuite, on a des règlements de copropriété qui ont mis, on va dire, au pot commun 40% des frais de chauffage et 60% en fonction de l'individuel, qui posent des fois des problématiques parce que si vous avez un logement vide toute l'année, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de payer. Enfin, voilà, c'est un peu complexe. Mais là, les syndics seraient plus à même de répondre à la question. Alors, oui, on avait demandé à un syndic d'ailleurs de venir, qui n'a pas pu se libérer. Peut-être juste pour compléter, en effet, c'est obligatoire. Par contre, la loi, elle prévoit des dérogations s'il y a une infaisabilité technique ou un coût trop important pour ces travaux. Mais il faut qu'il y ait une note d'un professionnel qui puisse justifier d'une impossibilité. Thomas, pour continuer, là, je crois que vous avez deux cas concrets là, ou un cas concret de rénovation de ventilation réussie en copropriété. Oui, tout à fait. On a un cas concret sur lequel on a mis une diapositive. Je vais revenir un petit peu sur... Tout à l'heure, il y avait une question qui avait été posée sur est-ce qu'on est porteur ou pas, nous, la ventilation, pour réaliser une rénovation globale. Donc en général, nous, on intervient surtout avec nos partenaires qui sont les architectes et les bureaux d'études qui, eux, font une étude globale et du coup nous demandent de participer à un dimensionnement sur la partie VMC, de trouver des solutions techniques. Il arrive parfois, comme du coup VT est une entreprise française qui a un peu plus de 40 ans d'existence, qui existe aujourd'hui dans le paysage de la réhabilitation, qu'on soit contacté en direct par des copropriétaires, par des syndics, pour faire parfois des études de ventilation, parce qu'il y a des problématiques de ventilation visibles, où on nous demande une intervention, une étude de dimensionnement. Donc nous, comme Alexis, on répond à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut répondre du copropriétaire jusqu'au bailleur, au syndic, ou généralement plus souvent au bureau d'études et aux architectes. Mais du coup, on répond à tout le monde, et du coup, on a l'avantage d'avoir des personnes sur tout le territoire de la France qui peuvent se déplacer pour faire des visites et intervenir et trouver la solution la plus adaptée aux configurations des bâtiments. Même si ce n'est pas le schéma classique. Et quand c'est le cas, on n'est pas forcément porteur, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent une histoire de finances. Et quand ils nous demandent d'intervenir pour la ventilation, on propose une solution de ventilation. Si par contre, on voit qu'il y a des soucis structurels du bâtiment ou qu'il y a des fuites, parce que parfois, ils vont penser que ce sont des problèmes de ventilation, alors que parfois, c'est une mauvaise qualité du bâti qui crée des infiltrations d'eau. Là, on peut les diriger vers des partenaires, parce qu'on a énormément de partenaires, bureaux d'études et architectes, qui vont pouvoir mieux les accompagner plutôt sur ce type de travaux. Là, en l'occurrence, sur l'exemple qui a été présenté, qui n'est plus affiché. Ouais, vous affichez, oui. Du coup, c'est une petite copropriété. Donc, en fait, c'est pareil, c'est vrai que je n'ai pas évoqué ça, mais on intervient sur tous les logements collectifs. On commence à 2 logements jusqu'à 1000 logements. On n'a pas de contraintes. On peut faire des études sur tout type de bâtiment. Là, en l'occurrence, on est sur un bâtiment des années 50-60, où on voit peut-être pas très bien avec le reflet, mais on a des conduits chiantes existants, qui sont des conduits collectifs, qui ont été tout à l'heure présentés par Alexis, sur lesquels on va venir se reprendre en direct avec des moteurs statomécaniques. Statique et mécanique. Statique et mécanique. En fait, il y a un fonctionnement en tirage naturel avec les énergies naturelles, donc ça va être la différence de température. En gros, quand il fait froid dehors, il y a le tirage thermique qui va s'activer. Donc là, il tourne tout seul, ça tourne tout seul. Le moteur ne tourne plus. Le moteur ne tourne plus, mais l'air s'extrait. Tout seul. Tout seul, exactement, avec la chaleur qui va monter et aussi avec le vent. En gros, il y a un appel d'air qui se fait au niveau du cône de la toile et aussi quand l'air va rentrer au niveau des entrées d'air. Donc, plus les bâtiments sont grands, plus il y a d'air qui rentre en partie des bâtiments, et ça va pousser l'air vers l'extérieur. Donc, en gros, dans des moments de la journée, on a la possibilité de mettre le moteur à l'arrêt pour justement faire des économies de fonctionnement, d'économies électriques. Et ça va pouvoir répondre aux besoins ponctuellement. S'il y a des besoins plus forts au sein du logement, aussi des conditions météorologiques ne sont pas réunies, le moteur va se remettre en route. Là, en l'occurrence, on a choisi cette solution parce qu'on a plusieurs types de solutions. On a des solutions hybrides, on a des solutions dites basse pression traditionnelles qui fonctionnent tout le temps sur des conduits maçonnés, et on a aussi des systèmes VMC. Là, en l'occurrence, on avait des chaudières gaz à tirage atmosphérique. Donc, on est dans la contrainte, pour des raisons de sécurité, d'avoir une solution hybride, ou dans le cas où les chaudières s'arrêtent, les tourelles s'arrêtent, les tourelles de ventilation s'arrêtent, il faut que le gaz puisse quand même s'échapper du logement pour éviter justement qu'il y ait une propagation de gaz dans le logement. C'est mieux. Donc oui, exactement. Donc du coup, c'est ce qui nous évite, nous, de faire appel à une DSC, donc des dispositifs de sécurité collective. Ouais. On a une solution qui est adaptée justement pour ce type de bâtiment
et qui ne contraint pas les copropriétaires si le budget n'est pas là ou si le bâtiment ou les contraintes ne sont pas... ou le bâtiment n'est pas adapté pour recevoir une autre production d'eau chaude ou de chauffage. Donc là, en l'occurrence, on a intervenu sur ce bâtiment-là de 36 logements, où on a mis un système qui s'appelle chez nous Ventile Éco-Gaz. Et ça a été une rénovation globale, sur laquelle on a travaillé avec un architecte, Monsieur Verna, du coup, qui a arrêté, je crois, sa profession. Et du coup, on a... Qui est quand même resté membre de la compagnie. Qui est resté membre de la compagnie, mais du coup, qui a arrêté son activité d'architecte en études. Et du coup, on a réussi à faire un gain énergétique de E à C, avec plusieurs actions. Ça va être le remplacement des fenêtres, l'isolation thermique, la ventilation, etc. Ça, c'est juste avec la partie ventilation. Non, le gain. Le gain. Non, le gain, il n'est pas calculé avec la ventilation, il est calculé avec l'ensemble des travaux qui ont été réalisés. Et c'est vrai qu'on a, nous, quand même quelques chiffres. Aujourd'hui, sur un gain énergétique de 50%, on a 25% des 50%, donc c'est pas 25% d'économie d'énergie, qui sont affiliés à la ventilation. Ah voilà, parce qu'il y avait une question, c'est quelle est la part de la ventilation dans l'efficacité énergétique? C'est un quart en général. Donc c'est loin d'être neutre. C'est pas négligeable, donc sur la partie économie. Et en plus, nous, on a un rôle aussi, comme j'expliquais, sur la qualité d'air. Donc on doit trouver le juste milieu un peu entre les consommations électriques et la qualité d'air intérieur qui doit être quand même de qualité. Très bien. Merci, c'était très clair pour ce propos pour la ventilation. Alors, on arrive dans un nouveau temps là, dans cette conférence. Si vous n'êtes pas trop fatigués, chers conférenciers, chers publics, vous savez aussi qu'on déjeune tous ensemble. Là, il y a des publics aussi qui est venu avec nous. Donc, chers publics, on vous encourage le trimestre prochain à venir un peu plus nombreux sur place. On peut vous accueillir. Il y a un restaurant, on mange très bien. Et c'est très correct en termes de tarifs. Alors, on arrive sur un moment, on s'était dit, tiens, on va faire des petites résumés en 30 secondes. Chacun, c'est un petit exercice. Vous avez oublié, Alexandre, qu'il fallait préparer ça. 30 secondes, je sais que Pierre, ça va être difficile pour vous. Mais en 30 secondes, c'est de répondre à une question en guise de conclusion. Allez, on commence avec qui peut-être on va commencer avec vous, Alexis. Entre la chaudière à condensation et la PAC hybride, quel projet a le meilleur retour sur investissement selon vous, Alexis? Alors, très bonne question. Je dirais qu'à court terme, la chaudière va avoir un retour sur investissement plus important, puisque l'investissement de départ est plus faible. Donc, pour le court terme, ce sera plutôt la chaudière. Pour le long terme, ce sera plutôt la PAC hybride, puisque la PAC hybride, on va avoir un peu plus de valorisation du patrimoine, un peu plus de gains d'étiquette DPE. On peut avoir 2 gains d'étiquette DPE. Et en plus, on va davantage réduire la facture, puisque grâce aux économies d'énergie liées à l'hybridation, eh bien, la facture sera un peu plus réduite. Donc, à long terme, ça sera la PAC hybride. Donc, voilà, selon la capacité d'investissement de la copropriété, selon la faisabilité technique, on l'a dit, est-ce qu'on peut pas installer forcément une PAC hybride dans toutes les copropriétés, mais selon les caractéristiques de la copropriété, il y aura le choix de l'un ou l'autre. On arrête là parce que là, vous avez dépassé les 30 secondes. Annette, allez, pour vous, en un mot, quelle est la première action qu'une copropriété doit faire demain matin ou aujourd'hui pour ne pas rater le coche en 2026? Eh bien, c'est facile. La première étape, c'est de s'inscrire sur Coach CoPro. Donc, une inscription par un membre du conseil syndical, un copropriétaire, le syndic. Tout le monde est la bienvenue sur Coach CoPro. Et derrière, ça vous met en relation avec le conseiller de votre territoire qui déjà identifiera le besoin de votre copropriété pour ensuite, derrière, vous orienter étape par étape vers un projet de rénovation. C'est très clair. Alexandre, un conseil pour transformer une AG en succès plutôt qu'en champ de bataille? Alors, si je prenais pour la blague, je ferais comme quand vous allez avoir un bébé, déjà, il faut manger avant. Bon, c'est pas... non, le succès, c'est pour les architectes et pour les syndics. En fait, le maître mot, c'est parler au collectif pour son intérêt patrimonial. Il faut rester sur cet objectif, tout en réussissant à convaincre l'individu. Voilà. Le collectif, c'est vraiment une élection. Les maîtres mots, je l'aurais dit, c'est la communication, pédagogie,
parler technique, mais sans être professeur S-Sciences. Et puis, voilà, parler argent sans être le banquier de chez Rothschild. Faut revenir aux fondamentaux, parler à l'individu pour le collectif. Allez, on continue avec Feriel. Quelle est l'aide financière la plus sous-estimée par les copropriétaires ou par les copropriétés aujourd'hui? Je dirais que ce serait le prêt copro 100. Tu en avais parlé juste avant. En fait, ça permet de financer des travaux qui ne sont pas énergétiques. Hein. Ça va être des travaux de réparation ou d'entretien. Donc, je pense que c'est l'aide la plus sous-estimée aujourd'hui. Voilà. Copro 100. Copro 100. Le prêt copro 100. Prêt copro 100. Pierre, quel est le piège numéro 1 à éviter lors d'une préparation d'une AG? D'arriver les mains dans les poches. Et non, ça se prépare. C'est très complexe une rénovation énergétique, il faut le dire. Comme je l'ai dit au démarrage, il y a beaucoup de sujets. Je fais un peu plus de 30 secondes. Mais moi, donc, non, ça se prépare, et ça se prépare avec des gens qui sont engagés dans la copropriété. Le syndic, qui est un atout majeur, c'est lui qui a le sens de la copropriété, qui est là pour le bien de la copropriété d'une manière permanente. Donc il sait à quoi il s'expose dans la copropriété, quels sont les problèmes à venir. Et c'est hyper important de travailler avec le syndic de copropriété et ensuite avec les conseils syndicaux qui sont investis dans la préservation du patrimoine et dans les économies d'énergie qu'ils vont pouvoir produire. Thomas, à vous, la dernière question. Quel est le bénéfice invisible mais majeur d'une bonne ventilation en copropriété? Du coup, il y a 5 points qui sont notés. Ça va être l'amélioration de la qualité de l'air, donc pour préserver la santé des occupants, l'amélioration du confort. Si vous avez une ventilation qui est bruyante, qui est vieillissante, forcément, vous allez avoir des contraintes de bruit. Et forcément, pour le quotidien, c'est pas toujours agréable. Il y a la préservation du bâti. Donc la préservation du bâti, ça passe par éviter d'avoir des moisissures ou de l'humidité dans le logement, mais aussi la sécurité incendie. En cas d'incendie, une ventilation est adaptée pour extraire les fumées, pour éviter l'intoxication. Un sujet qui est central aujourd'hui, ça va être les économies d'énergie. Et le dernier point, ça va être d'avoir un bâtiment qui va pouvoir augmenter sa valeur patrimoniale. Je pense que c'est un point qui est assez essentiel aussi. Voilà, alors on arrive, merci de vous être prêté à ce jeu là, de cette dernière question de résumé. On a un petit quiz quand même, pour savoir si vous avez bien compris, cher public, si tout ce qu'on a déroulé comme réponse à vos questions. Alors, peut-être qu'on va le présenter. Alors, Morgane, voilà, ce quiz en dernier diapo. Voilà, rejoignez le quiz. Donc, il faut que vous vous inscriviez sur ce quiz-là. Alors, écoute, par exemple, vous inscriviez, je vous redonne les règles. Vous avez chaque question, vous avez 10 secondes pour répondre. Il y a 3 questions. Quand vous répondez, celui qui gagne finalement par question, c'est celui qui répond le plus rapidement, et bien entendu Thomas le plus juste, hein, parce que celui-là est disqualifié, donc ne répondez pas rapidement et faux. Et puis vous allez voir qu'il y a des questions à choix multiples et des questions où il y a juste une seule réponse. Donc quand il y a question à choix multiples, il faut répondre toutes les bonnes réponses possibles. Voilà, allez, on vous laisse encore vous inscrire là pour ceux qui ont envie de jouer avec nous. Et on aura un petit podium aussi en fin de chaque réponse. Et puis pour ceux qui sont dans la salle aussi, vous pouvez jouer aussi avec nous. Peut-être le temps que les gens s'inscrivent. Il y avait une question dans la salle, une personne qui voulait poser une question? Je vois pas derrière, s'il y en a un qui veut un micro. Non? Pas de questions dans la salle. Bon, vous avez peut-être posé en ligne déjà aussi. Alors, allez, on y va. Première question, c'est parti. Morgane, il faut avancer. Quel document sera obligatoire à partir de 2027 pour bénéficier des aides C2E et MaPrimeRénov' CoPro? Le DPE, l'audit énergétique, le devis des entreprises. Voilà, tout le monde a répondu. 71%. Est-ce que on va avancer encore une fois? Est-ce qu'on est d'accord? C'était bien la bonne réponse, Pierre? Oui. C'était bien l'audit énergétique complet. Hein. Vous êtes d'accord tous et toutes? Oui.
C'était bon. Allez, on va voir qui est-ce qui était premier à l'issue de ce classement. Annette, qui était la première sur ce classement. Ensuite, Alexis, Angst, Romain, qui ne sont pas dans la salle. C'est peut-être Alexis qui est avec nous. Je ne sais pas. Allez, deuxième question. Quels éléments doivent absolument figurer dans la présentation à l'AG pour maximiser l'échange de votes positifs? Je vous laisse noter. Ça va très vite, 10 secondes. Hop, c'est terminé. Voilà, oui, je mets un peu de difficulté pour que ce soit un peu plus rapide. Vous n'avez pas eu le temps, mais c'est un peu... Voilà. Ça trie un peu les candidats. On a l'impression de passer le concours de médecine, là, c'est en ce moment, là, pour certains, les QCM. Donc, c'est une synthèse claire, l'état des lieux. Donc, il y avait deux réponses qui étaient justes, un état des lieux et une projection financière réaliste, des supports pédagogiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il aurait presque pu y avoir la première aussi, hein, mais bon, c'est discutable, mais au moins, tout le monde ne gagne pas. Allez, on va voir les résultats là-dessus qui sont représentés. Annette, toujours première. Je ne sais pas si c'est la chance. Alexis, Hans, Romain. Vous êtes toujours dans le même... C'est toujours la question, Robert. Non, c'est toujours... Non, c'est classement 2 sur 3. Non, vous êtes... Attends. Non, pas très. Ok, allez, on va aller sur la dernière question. Allez, c'est parti. Quel est l'ordre idéal des étapes suivantes pour réussir un projet de rénovation en copropriété? Je vous laisse noter. Voilà, il y avait les étapes. Voilà, tout le monde a répondu sur la première. Audit, réunion préparatoire, AG. Est-ce que c'était la bonne réponse? C'était la bonne réponse. Et là, on va avoir le résultat final, Morgane. C'est Alexis qui est passé devant, qui au poteau a réussi à coiffer Annette. D'ailleurs, Juliette, qui est rentrée dans les... Annette est sortie du résultat. Et puis dans le classement, ensuite Juliette, qui n'est peut-être pas avec nous. Pierre, c'est peut-être vous, Pierre, qui est en 3e position. Dom et Anita, qui n'est pas là avec nous. Merci, chères conférencières et chers conférenciers.